Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après une période très active pour OKC avec la draft et la free agency. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Je suis avec Tom et Charles-Élie. Comment ça va les gars? Ça va super, hein. Ça va très bien, hein. Voilà, période d'off-season où on se repose un petit peu en termes de match et du coup, on se régale avec les mouvements du Thunder qui, pour une fois, on en a eu. On s'est beaucoup plaint qu'il y avait rien, mais là, on a eu quelque chose à se mettre sous la dent. Et puis c'était bon, la draft, c'est toujours le Presti time, hein. Il nous régale toujours, il y a toujours des mouvements, on se s'embête jamais. Et même là avec OKC qui est devenu une grosse équipe NBA, il vient quand même nous drafter 3 mecs, donc c'est cool. On peut toujours parler de draft tous les ans, c'est bien. Merci Sam. Surtout C'est qu'il a encore exceptionnel ça. des valises de piques. Mais ouais, comme l'a dit Charles-Élie, ça s'est bien bougé sur la free agency aussi. Et même un peu avant, on avait déjà parlé de Caruso. Mais voilà, il y a eu des modifications dans l'effectif et c'est cool, il y a pas mal de choses à discuter. Et puis comme à chaque fois, Sam Presti nous a surpris de par ses choix, de par ses signatures, on va en parler. Mais vous l'avez bien dit, très grosse activité du Thunder ces dernières semaines, et c'est pas pour nous déplaire, on va en débattre, mais la hype est présente, on va dire, à la suite de tous ces mouvements, et globalement dans la fanbase et de tous les journalistes que vous pouvez lire, la hype est très présente. On va parler d'abord de la draft, on va parler de la signature de Isaiah Hartenstein notamment. Une draft surprise, puisqu'on pensait que le Thunder allait drafter une fois en 12, peut-être même 0 fois, et qu'on pensait qu'on allait peut-être trader le pick. Et non, que nenni, comme l'a dit Tom, 3 joueurs qui arrivent à OKC, 2 au premier tour, 1 au second tour, et bien sûr 3 joueurs qu'on n'a jamais abordés dans le podcast, dans les lives, ou très peu. Et on va commencer un petit peu par ordre chronologique. On va parler du choix 12 qui a fait pas mal débat par le profil, par le joueur. C'est Nikola Topic qui a été pris par OKC. Juste petite description du joueur. Un guard de grande taille, annoncé à 6'6", donc ça fait à peu près 1,95, c'est ça, un peu moins 90, ou 97 au combine. 97 au combine. Et petite dédicace à Alan Guillou avec un grand coup, donc qui fausse un petit peu son envergure, etc. C'était assez drôle quand il m'a parlé de ça. Envergure pas immense du coup par rapport à sa taille avec son grand coup, qui a joué en Serbie depuis 2 ans, qui est d'origine serbe bien entendu, qui vient de la même ville que Poku d'ailleurs, ça a été mentionné. 18 ans, l'un des joueurs les plus... Ouais, bien sûr, podcast, tous les podcasts il faut caler beaucoup. 18 ans, donc l'un des joueurs les plus jeunes de la draft, et on va le dire tout de suite, c'était l'un des joueurs annoncés top 5, on va dire, depuis très longtemps, avant une blessure assez grave au genou. C'est ressorti là qu'il allait être opéré du croisé, si je me trompe pas, et qu'il allait potentiellement ne pas jouer de la saison, de ce qu'a annoncé Sam Presti. On va un peu le red shirt comme on avait fait avec Chet Holmgren. Un choix un petit peu surprise, pas forcément un joueur prêt, du coup, forcément, puisqu'il va pas jouer de la saison. Tom, qu'est-ce que t'en penses? Ça a été quoi ta réaction quand t'as vu ça? Un choix surprise déjà parce que dans le podcast que tu as fait, Pierre, avec Constant et Jasper de Symbiose, vous n'avez pas du tout parlé des joueurs qu'on a draftés. Donc c'est comme d'hab, hein. Voilà. On discute de joueurs. Et l'an dernier, on avait vu juste avec Kayson Wallace. Mais habituellement, Sam Presti nous surprend. Et c'est vrai que là, Topic, il est tombé, il a fait ce qu'on appelle une Michael Porter Jr., hein. Il était coté globalement top 5 de la QV. Et vu qu'il s'est fait les croisés il n'y a pas longtemps, il est tombé dans les boards et dans les mocks, puis il est tombé vraiment dans les choix de draft. Donc OKC en 12, je pense, a saisi une opportunité et a pris un joueur qui est vraiment talentueux, comme tu l'as dit, un grand meneur assez jeune, qui aura 19 ans au moment du début de saison NBA, au moment de ses débuts à lui, on verra, parce que c'est normalement, comme tu l'as dit, prévu qu'il ne joue pas de la saison. Ouais, voilà, c'est un joueur qui est tombé, Sam Presti a sauté sur l'occasion et à voir. Moi, j'avoue que j'aime bien Topic, même s'il va pas pouvoir contribuer sur la prochaine saison d'OKC. C'est un joueur qui a des vraies qualités et qui comporte pas un risque énorme à tenter côté OKC, parce qu'avec un pick 12, tu aurais pu prendre des joueurs un peu plus safe, mais dans une draft qui était considérée comme pas ouf, pas hyper, très, très désorganisée. Enfin, c'était très dur de ranger les joueurs. Le pick 1, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas qui c'était. Au final, c'était Rizaché. Mais dans ce genre de draft-là, c'est pas déconnant de tenter un coup comme Topic et de se dire que tu mises sur le talent du joueur
et que si le mec récupère bien et qu'il revient à 100% de ses capacités, ça peut être un vrai bon joueur de basket. Donc, au moment du choix, j'étais bon, bah, ok, ça se tente, pourquoi pas. Je m'attendais pas, mais on a vu des drafts où, je sais pas, à l'époque, AJ Griffin qui était tombé et Casey n'avait pas sauté sur le truc. Donc, je m'attendais pas forcément à ce que Presti saute sur une occasion comme ça, mais bon, là, il l'a fait. Et pour moi, c'est pas déconnant de tenter ça. Ouais, je suis assez d'accord. Avant sa blessure, il y avait vraiment une très grosse hype sur Topic, hein. Il y avait même des gens qui le mettaient top 3, voire top 1 de leur bracket. Et donc, non, moi j'ai été surpris, je m'y attendais pas, mais je suis assez satisfait. Comme tu l'as dit, Tom, ça coûte rien de tenter quelque chose sur le talent du joueur dans une draft où on manque un petit peu de talent, on va pas se mentir. Euh, Sachant que sur la suite de l'off-season, pardon, Presti s'est bougé, donc du coup, ça ne me dérange pas qu'il tente quelque chose sur un joueur qui va quand même rester avec le groupe malgré sa blessure, un petit peu comme ça a été le cas avec Chet Holmgren, donc il va faire sa rééducation avec le Thunder, ce qui va permettre de l'intégrer dans les systèmes, etc., ce qui est assez intéressant, je trouve, en plus pour un joueur qui est très jeune et qui donc, même l'année prochaine, sera l'un des joueurs les plus jeunes de sa draft. Et sur le profil, je le trouve très intéressant. Voilà, je pense que si l'année prochaine, il revient bien, il pourra vraiment aider le Thunder, notamment dans un rôle de meneur backup sur le banc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le profil, voilà, c'est un joueur qui va très vite au cercle, qui a une très bonne finition, un first step très très rapide. Donc voilà, les gens ont fait la comparaison avec Guidi parce que c'est un Européen, enfin plutôt un international, et parce que c'est un meneur assez grand, et que du coup il viendrait remplir un petit peu le rôle que Guidi aurait dû avoir en sortie de banc, un petit peu cet aspect de création et de porteur de balle. Mais c'est quand même un joueur assez différent. Voilà, Guidi, on va pas se mentir, la finition au cercle, on a toujours été très déçus. Ça n'a jamais été son truc. Comme le tir à 3 points, ce qui n'est pour le coup là pas la spécialité de Topic, même si ça reste un joueur qui, pour moi, peut progresser à 3 points, qui a quand même un geste assez. Il n'a pas un geste de non-shooter, on va dire. C'est pas comme un joueur comme Guidi ou Anthony Black qui vraiment n'a jamais shooté de sa vie. Voilà, l'année dernière, il était environ à 30% à 3 points en prenant quand même presque 4, sachant que la saison d'avant, il était à 40%. Donc, il y a quand même un potentiel de shoot extérieur. Mais sa grosse qualité, c'est vraiment sa vitesse sur le premier pas et son attaque sur le cercle et sa finition près du cercle. Et en termes de playmaking, il n'est pas aussi fort que Guidi, mais enfin, il n'est pas élite, mais il est quand même très, très, très intéressant. Et ouais, en sortie de banc, ça pourrait être très intéressant pour le Thunder. Ouais, je vous rejoins. En fait, ce qui est un peu surprenant, et vous l'avez bien dit, c'est qu'on s'attendait plutôt à un joueur prêt, à un joueur qui apporte des one. Et là, on a pris complètement l'inverse, du coup, un pari un peu sur l'avenir. On a pris au talent, un joueur qui est blessé. Alors, sur sa blessure, plus d'un an de redshirt, en gros, pour un croisé, même partiellement pété, ça me paraît assez long. Donc, je pense que vraiment, on a envie de le garder en interne et de le préparer au mieux et d'en faire vraiment comme Chet, un joueur après très solide et qui est vraiment prêt, qui apporte du coup dès son premier match, effectivement. Et après, sur Charlie, tu l'as bien décrit. Pour le coup, je trouve que son playmaking, c'est vraiment sa force au-delà de sa finition près du cercle, où on verra si on en joue au futur avec lui, avec Hartenstein, on en parlera, mais en pick and roll, en sortie de banc, etc., Oui. il pourra pas mal t'apporter. Le tir, tu l'as bien dit, ça sera peut-être le facteur un peu différenciant pour lui, hein, s'il est capable de sanctionner de loin ou pas, parce que il est très bon, il a un très bon toucher près du cercle, il a une très bonne vitesse. Après, est-ce qu'il sera capable de physiquement en NBA de faire ce qu'il fait même pas en Euroleague, en championnat serbe? Voilà, il faudra qu'il se prépare aussi là-dedans, qu'il prenne un peu de physique, etc. C'est le petit doute que j'ai là, moi, sur ça. Mais après, effectivement, la compa avec Guidi, elle s'arrête assez rapidement, que c'est déjà il est plus petit en soi, que je trouve que c'est encore plus un meneur classique dans le pick and roll, dans la finition près du cercle, etc. Ce qui lui manque peut-être un petit peu et qui serait peut-être encore plus important que tout ça, c'est d'un peu de flotteur, un peu de mi-distance, etc. Là où il pourrait être très bon
en s'arrêtant après avoir drivé, comme tu as dit, avec une grande vitesse. Donc c'est là-dessus que je l'attendrai à peut-être un petit peu, voir s'il arrive à débloquer ça, même si c'est pas la spécialité à OKC de faire ça, à part pour Shea et J-Dub, on va dire, c'est pas les meilleurs pour ça. Et puis après, défensivement, on n'en a pas trop parlé, mais c'est pas le meilleur prospect défensif. Je pense qu'on n'est pas à des niveaux aussi mauvais que certains joueurs qu'on a draftés, notamment Guidi, qui était très longtemps négatif là-dedans. Donc il faudra voir comment il s'adapte là aussi à la NBA, comment on le prépare. J'aime bien en termes de compas, c'est très dur d'en trouver. Celle de Guidi, bon, ok, je vois les similarités, je comprends le truc. J'ai vu du Goran Dragic aussi, je trouvais ça assez intéressant dans cet aspect premier pas et dans cet aspect finition au cercle. Après, Dragic avait un peu développé le tir et voilà. J'ai vu du Jeremy Lin, moi. Comme comparaison. Ah ouais. Qui en soi colle, mais bon, Jeremy Lin, voilà. Ouais, c'est vraiment. Il tirait après Jeremy Lin. Quand il était très chaud, il tirait fort. Il prend du pull-up. Ouais, il tirait. Oui, mais le moment où il a vraiment percé, c'était avec sa qualité pour aller au cercle et son premier pas. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'il y a la compa, mais c'était un peu plus pour rire. Ça. Oui, après, le côté pile électrique pour aller au panier, ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas mal. Et après, son rôle, on aura le temps d'en discuter l'été prochain, globalement, avec lui. Mais je pense que ce qui est attendu, c'est, tu l'as dit, ce rôle qu'on voulait potentiellement donner à Guidi et tester, de porteur de balle en sortie de banc, de soulager un peu Dub, Shea, etc., de jouer quelques pick and roll, de créer pour les autres. Et pour ça, pour moi, il doit quand même prouver encore pas mal de choses. Et c'est là où il est fort. C'est déjà le point positif, parce que off-ball, c'est compliqué, on l'a pas beaucoup vu, parce qu'à Megalex, je crois qu'il jouait au début de saison, il jouait tout seul, il créait tout. Oui, et par contre, à l'Étoile Rouge, il avait moins la balle, mais on voyait un peu moins. Donc c'est là qu'il va devoir prouver, valider son tir, entre guillemets, être efficace là-dessus. Donc c'est peut-être là la limite un petit peu. Donc soit on lui donne beaucoup de responsabilités dès l'année prochaine, etc., sur une vingtaine de minutes où il a la balle, soit son intérêt va manquer un petit peu. Et juste pour conclure, je pense que Presti, avant la draft, il l'avait au moins top 5, voire top 3 sur son board. Honnêtement, en termes de talent et de profil, connaissant un petit peu Presti, il l'avait assez haut. Et je pense qu'arrivé en 12, quand il l'a vu encore disponible, il s'est pas trop posé de questions. Et puis, même dans notre podcast draft, en fait, on parlait des joueurs potentiellement incapables d'apporter des premiers matchs, d'apporter un playoff, etc. Et en fait, quand on refait tous les joueurs, il y avait toujours, lui, il y a ça, mais en fait, ça irait pas, ça irait pas, lui, il y a ça irait pas. Et même globalement, dans ce qu'on draftait, les contenders, peut-être après OKC, etc., il n'y a pas des joueurs qui m'ont archi satisfait. Darren Holmes, bon, j'y crois moyen, enfin voilà. Donc, est-ce que, comme tu l'as dit, Tom, c'est pas la draft où il fallait tenter un pari qui ne coûtera pas grand-chose au final? Bon, ok, pourquoi pas. Ouais, c'est dur de faire une hiérarchie dans cette draft. Et c'est vrai que Topic, si tu regardes, c'est vrai qu'il manque du shoot et il manque défensivement de la longueur. Parce que c'est vrai qu'il a une envergure plus petite que sa taille, Topic. C'est ça qui est un peu dommage. En fait, les mensurations de Topic sont négatives pour défendre. Parce que quand tu as une envergure plus petite que ta taille, tu as tendance à défendre plus petit que ta taille aussi. Et du coup, c'est un problème qu'il y a eu pour Josh Giddey aussi, notamment. Hein. Mais par contre, le fait que ce soit un grand meneur, c'est très bien pour maximiser son playmaking. Tu vois, c'est un point qui était bien pour Giddey, c'est que plus tu es grand, plus tu vois le jeu de haut, et plus tu vois mieux les cuts, etc. Et, être grand pour un meneur, c'est une vraie qualité. Sachant que Topic n'est pas lent non plus. Il est capable d'aller au cercle assez vite, etc. Et le fait qu'il ait une capacité à improviser balle en main, parce qu'il a une vraie variété dans son jeu de passe, le fait qu'il soit un danger sur ses drives, parce qu'il finit très bien au cercle. C'est ça surtout. Tout bêtement, mais sur pick and roll, il peut être intéressant. Et sur du drive and kick, à OKC, évidemment que le drive and kick, c'est un truc qui est utilisé. Sur du drive and kick, il peut être très intéressant, Topic, avec son intelligence de jeu, etc. Donc, il a plutôt un bon handle aussi. Donc voilà, oui, il a des défauts, mais comme tous les joueurs de cette draft, concrètement, genre le plus sécure, c'est peut-être Alexandre Sarr, parce que c'est un pivot qui. Et encore, offensivement, il y a des doutes. Hein. Oui, voilà, mais il a pas un plafond exceptionnel, mais tu es assez sûr de ce que tu vas avoir sur le terrain, normalement. Et il y a très peu de joueurs comme ça dans cette draft, ou alors c'est des joueurs qui sont pas, où tu les projettes pas comme des joueurs majeurs de NBA, donc c'est pas déconnant de tenter Topic. Moi, j'ai oublié d'en parler quand on parlait des comparaisons, mais même si ça fait quelque temps qu'on ne l'a pas vu jouer en NBA, mais Thomas Satoransky, un grand meneur qui fait pas mal de passes, qui n'est pas un shooter incroyable, mais qui va au cercle, etc.
un peu ce profil-là. Et Toronski en NBA, c'était pas exceptionnel, mais on l'a vu Pas dégueu, ouais. dans des compétitions internationales et tout briller. Donc, Ouais. ouais. Ouais, puis tu vois, même des mecs qu'on disait, ouais, lui il est prêt et tout, Dalton Connect, il part en 20 aux Lakers, bon voilà, très bien. Genre, il y a plein d'équipes qui sont passées à côté et qui n'ont pas cherché à l'avoir plus que ça, donc tu vois, je pense qu'il y avait des limites que les scouts et que les front office sur les workouts ont vu, sur les entretiens aussi avec les joueurs, on sait que ça a une importance de plus en plus grande. Ça dépend des franchises, j'ai envie de dire, mais on sait que ça a une importance de plus en plus grande, notamment Cam au KC. Whitmore, Donc, l'an dernier. ouais, Cam Whitmore top 5, il fait des entretiens, il tombe en 20, quoi. Donc, non, vraiment, mais voilà, ou même, en vrai, c'est ce qui passait avec Şengün, où il avait presque pas compris ce qui se passait à l'entretien au KC, avec Ah, ok, l'anglais, si, c'était mal passé. etc. Ouais. On C'était avait très mal parlé. passé, il l'a avoué. Donc, en vrai, il y a eu plein d'exemples comme ça. Donc, je pense que ça en peut être un autre. Et donc, non, ça me paraît viable. Et après, tu l'as bien dit, en fait, peut-être que sa capacité de drive et de finition au cercle, si elle reste en NBA après sa blessure et qu'elle se convertit en NBA, j'ai envie de dire, ça peut changer la donne par rapport à un Guidi où il n'arrivait pas à passer les joueurs, il n'arrivait pas à sanctionner près du cercle, les flotteurs, c'était un Il ne peu en... représentait pas une assez grande menace au scoring. Le Ouais, passing, Ouais, il est tout le temps sublimé par la menace que tu représentes au scoring. et puis Et surtout Topic Guidi, peut en représenter une. surtout que Guidi arrivait à scorer juste parce qu'il était la plupart du temps plus grand que son vis-à-vis. Il a ouais. jamais passé un gars de vitesse ou par un cross ou par quelque chose. Alors que là-dessus, Topic Sauf est CJ complètement McCollum. différent. Ouais, ça c'est CJ McCollum. CJ Le McCollum, plot, par contre, CJ McCollum. Franchement, peut-être que même moi j'arrive à le passer, CJ McCollum. Donc bon, c'est non, je possible. blague. T'as un bon, Mais, t'es explosif. Hein. mais ouais, merci. Mais ouais, c'est ça qui est différent avec Topic, c'est que en termes de rim pressure, c'est complètement différent comparé à Guidi. Et c'est un petit peu, ça rentre un petit peu dans ce qu'on a pu voir comme lacune d'OKC en playoff où par moment on ne savait pas qui pouvait tenir la balle, qui pouvait créer, qui pouvait jouer en tant que playmaker. Donc, parce que Presti a d'ailleurs dit que pour lui le problème c'était le passing, qu'il n'y avait pas assez Ouais. de ça dans l'effectif. Et pour le coup, comme on l'a dit, Topic ça rentre complètement pour réparer ce genre de problème. En plus de son talent qui peut vraiment, il a vraiment un énorme potentiel en tant que joueur de basket. Donc, ouais. C'est vrai qu'on soit d'accord ou pas avec Précis sur cet aspect passing, il a drafté pour. Là, on peut pas lui dire le Voilà. contraire. Il Oui. a pris Voilà, que les des 3 qui joueurs. sont pris. On va revenir après sur les autres, mais là, effectivement, au niveau de la passe, c'est autre chose. Et après, bon, il faudra attendre voilà, 1 an pour voir Topic en Summer League. Du coup, on avait vraiment hâte de le voir et je pense que typiquement, il pourra beaucoup s'exprimer dans la prochaine Summer League. Mais ouais, je reviens encore une fois sur d'avoir peut-être un Hartenstein à côté de lui, un vrai pivot à l'ancienne, c'est même pas le cas, parce qu'Hartenstein a un profil un peu plus développé que ça, mais un pivot de ce genre-là qui fait des bons écrans, etc., je pense que ça l'aidera largement aussi, et ça l'aidera à faire autre chose que du drive and kick potentiellement. Après, encore une fois, il y a un monde où le tir ne clique pas, où physiquement c'est trop dur pour lui, et il n'arrive pas à aller au cercle, il n'arrive pas à jouer ça, et on se Et retrouve avec défensivement. un Vasilij bis. En gros, hein, honnêtement, hein, ça peut finir comme ça. C'est ça. Avec C'est un petit moins de shoot peu et plus de finition. Ouais. le rôle qu'on lui imagine, c'est un petit peu ce qu'on imaginait à Micic l'année dernière, même si Micic il est vraiment axé sur la passe, alors que pour moi Topic c'est vraiment, il a vraiment une énorme qualité pour aller se créer son tir près du cercle. Mais c'est sûr que après l'avantage, c'est que par rapport au tir à 3 points, j'ai vu beaucoup de highlights de lui qui tire à 1 mètre de la ligne. Donc je pense qu'il a quand même ce range NBA que Micic n'avait pas du tout pour le coup. Il pull-up de loin, hein. Il a pris des Ouais, ouais. pull-ups de loin, et tu vois, Ah sur ouais, la ouais. quantité de tirs qu'il a pris, notamment l'année dernière, tu as parlé de ses pourcentages, il n'a pas beaucoup en catch and shoot off-ball, quoi. Mmh mh. Il y a Mmh mh. beaucoup de pull-up, voilà, donc ça sera aussi à voir si ce tir arrive. Bon, il a 1 an Et pour travailler, du c'est coup, aussi voilà. un très bon shooter de lancer franc, à ne pas négliger. Il est Ouais. presque à 90%, je crois. Je crois qu'il a 87 ou 88. Il a Ce qui 88 sur les 2 dernières années. Parce il y a ouais, 2 ans voilà. aussi où il jouait, l'équipe, c'est le Ouais. OKK Beograd. Alors, je Ouais, sais pas. Mais, c'est mais serbe. oui, où il shootait plutôt bien à 3 points d'ailleurs. Il était à 37% à Ouais, 3 points, ouais, c'est ça. ce qui est pas mal. Mais ouais, le pourcentage au lancer, le fait qu'il ose de prendre des pull-ups même à 1 mètre derrière la ligne, c'est plutôt bon signe. Moi, le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est
Moi, sa mécanique, je suis pas très fan. Pas tant le fait qu'il shoot bas, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui shootent bas, mais des fois, tu as l'impression qu'il pousse la balle au lieu de plutôt de déclencher l'impulsion. Qu'il pousse C'est la pas balle et qu'il pur. recule un peu sa tête comme ça. Ouais, C'est Tu vois, pas il y a très du, pur. il y a du et, boulot encore sur la et mécanique. son, Donc, faut son voir shoot si est, ça. son shoot est très plat, en fait. Ouais, C'est surtout ça que je trouve bizarre. donc il y a Mais du en soi, boulot. ça, Du c'est boulot pas pour non Chip plus la folie. sur l'année à venir, c'est ce qu'on est en train de Voilà, dire. c'est ça. C'est exactement ça. Euh, donc wait and see, on va dire, pour Topic. On attend de voir si le pari sera payant, si au final on sera face à un choix raté, comme il y en a eu d'autres et comme il y en a à peu près dans toutes les franchises, mais qui, pour nous, dans tous les cas, pourra être décevant, mais au final ne sera pas forcément compromettant. On va dire les choses comme ça. Donc à voir avant de se prononcer, on va être obligé d'attendre presque un an. Ensuite, dans cette soirée de draft assez animée du premier tour, où il y a eu plein de trades, honnêtement, il y a vraiment eu plein de trades dans tous les sens, cette draft Ouais. aussi. Encore pire au deuxième tour. En 26, Sam Presti avait envie de drafter un joueur. Il a envoyé 5 seconds tours des prochaines années pour aller chercher ce pick 26. Donc voilà la valeur d'un pick d'un pick de fin de premier tour, c'est cette valeur-là à peu près. J'ai eu des podcasts où ils disaient soit tu as un pick de fin de premier tour, soit tu as un Jake Roder avec 5 Ça t'a Jake Roder, tours de ouais. draft. C'est ça. Donc c'est voilà, la valeur de quelqu'un, voilà à peu près comment elle est. Et avec ce pick 26, on va dire que Presti cette fois était tombé complètement amoureux de Dillon Jones. Là, on parle vraiment d'un prospect qui, au moment de la draft, je pense qu'on s'est tous regardé, on a dit c'est qui, parce qu'il était annoncé en 60, voire plus, donc pas forcément drafté. C'est un joueur qui sort de Weber State, la fac de, messieurs, il y a un seul joueur qui est passé, légende. Personne. J'en ai aucune idée. Il y en Je sais a un. pas. Un très J'en ai gros aucune joueur idée. qui a éteint notre franchise il y a Weber quelques State, années. Damien Lillard? Ouais. Damien Lillard? Ah, Ah il est à ouais, il Weber était à State. Weber Ah, je savais pas. State. Non, je Il a pensais. pas, Je savais qu'il était pas d'une grosse Et fac, mais ok. je savais qu'il était dans un truc pas du tout reconnu, mais ok. Et du coup, Dillon Jones est à peu près le deuxième meilleur joueur de l'histoire de Weber State, parce qu'il y Pas a mal, eu hein. Lillard et lui. Ouais, c'est toujours un truc. C'est toujours un truc. Il a passé 4 ans dans cette petite fac, et c'est le cas de le dire pour le coup, notamment la dernière saison, il a dominé, il a à peu près tout fait, il a à peu près, on en reparlera. Alors, son poste, c'est un concept à expliquer. Il a joué à peu près tous les postes, je pense, du meneur au pivot, voilà. En gros, il fait 6'5", 6'6", ça dépend selon les mesures. Très grande envergure par contre, 6'11". Donc là, on est sur un prospect à 1,95 et à plus de 2,5 m, on va dire, d'envergure, donc ça se voit assez vite. 2m11. 2m11 au combine. Ah oui. Ça ressemble un peu à du Jalen Williams dans le profil physique de longueur. Par contre, on est sur du Lou Dort dans le poids et dans la musculature. C'est un buffle. C'est un buffle. Il est tanké. Voilà, c'est vraiment un buffle. Donc, il a passé 4 saisons à la fac. Donc, bien sûr, il est plus âgé. Il a 22 ans, bientôt 23 au début de la saison prochaine. Là, on est face à un joueur du coup un peu plus fini. Prêt pour la NBA, c'est une autre question, mais en tout cas beaucoup plus fini. Honnêtement, on en a déjà un peu dit, mais vu que c'est un buffle, sa principale qualité, c'est que physiquement, il n'est pas aérien du tout, il n'est pas voilà, mais c'est très chiant à arrêter, il est très bon pour se créer des tirs sous le cercle, énorme rebondeur, on y reviendra. Bon, Charles-Élie, maintenant que tu as un petit peu regardé Dillon Jones, on va le dire, parce qu'on ne l'avait pas vu avant, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ce que j'en ai pensé, donc comme tu l'as dit, c'est vraiment pas un joueur traditionnel qu'on a l'habitude de voir. Et comme tu l'as dit aussi, il a vraiment dominé dans son équipe. Il est le leader statistique dans toutes les statistiques de son équipe, sauf les contres, je crois. Donc ça vous situe un petit peu à quel point il était vraiment... en fait, l'équipe tournait autour de lui. C'est vraiment le joueur héliocentrique. Donc tu l'as dit aussi, il n'était pas du tout attendu si haut. Il n'était même pas invité à la Green Room, je crois. Mais pourquoi pas du tout attendu si haut? Parce que, comme je l'ai dit, son profil est assez atypique. Et du coup, je pense que les équipes ont un petit peu eu peur de le prendre parce que son profil est atypique et que on a un peu peur de le voir en NBA parce que c'est un joueur qui touchait vraiment tout le temps la balle dans cette équipe de Weber State, qui faisait tout. Voilà, donc il a un très gros QI basket avec un bon bout de playmaking, très bon pour se créer son tir sous le cercle, notamment grâce à un bon footwork et comme tu l'as dit, grâce à son physique, une très grosse puissance qui lui permet d'obtenir un petit peu ses tirs. Maintenant, à voir comment NBA ça peut se retranscrire parce qu'il va avoir du répondant.
Maintenant, en défense, il a une très bonne compréhension off-ball, comme sur l'homme. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc en fait, c'est un petit peu un joueur qui peut tout faire. Pour trouver une comparaison qui n'en est pas vraiment une, parce qu'il n'y a pas de joueurs comme lui, c'est un peu ce genre de joueur spécial comme Draymond Green, même s'il n'a pas du tout le même potentiel défensif. Mais voilà, ce genre de joueur organisateur. Mais le fait qu'il le soit dans une équipe NCAA, ça peut faire peur pour son rôle en NBA. Mais je pense que Presti est tombé amoureux de ce potentiel de joueur, parce que ça rentre un petit peu dans les cases Thunder, un joueur qui peut un petit peu tout faire, que ce soit en attaque comme en défense. Donc voilà, on verra l'année prochaine s'il va être testé. Il va forcément être testé, je pense, puisque Presti a quand même envoyé 5 second tour. Mais à voir s'il peut se créer une place dans la rotation, bien qu'il y ait de la place, qu'il y ait de la concurrence, pardon. Mais ouais, c'est vraiment un joueur très spécial, parce qu'il joue comme un guard, mais il défend comme un 4. Parfois, il peut jouer 4 en attaque. Enfin, c'est vraiment très spécial. Ouais, moi, j'avoue que des 3 picks qu'on a fait, c'est le joueur dont je suis le moins fan. Parce que la différence entre son rôle en NCAA et le rôle en NBA est quand même assez énorme. Et surtout, je trouve il y a des vraies choses au passing. Son tir est pas inintéressant, même s'il faut voir si ça clique en NBA, parce que les pourcentages sont pas non plus exceptionnels. Et il repose pas mal sa domination dans une conférence, je sais plus si on dit comme ça, une conférence à la fac, qui était pas d'un niveau exceptionnel. Il repose beaucoup sa domination sur de la domination physique, justement. C'est un cube, hein, Dillon Jones. On les aime bien d'ailleurs, parce qu'on a drafté Keontae Johnson l'an dernier. C'est un ailier d'un 93 qui fait, je sais plus, il fait 100 kilos, pas loin, Keontae Johnson. Dillon Jones, c'est à peu près les mêmes mensurations. Et il a beaucoup dominé en étant puissant, en allant au cercle, en provoquant énormément de lancers. Il est quasiment à 7 lancers de moyenne, cette année en NCAA. Et ce qui peut être rassurant, par contre, c'est qu'il est à 86% au lancer. Donc, pour le tir, à voir si ça se développe. Je peux bien imaginer OKC, quand OKC va le faire jouer, il ne sera pas dans la rotation au début de saison, mais quand OKC va le tester, le mettre poste 4 directement. Parce qu'il est petit, mais il a des bras très grands, il est costaud, donc pourquoi pas l'imaginer s'il est capable d'être viable défensivement, pourquoi pas l'imaginer dans ce genre de rôle. Après, il manque d'explosivité, off-ball, on ne sait pas ce que ça donne. Je sais pas. Je sais pas. Oui, c'est vrai que Sam Presti a l'air d'avoir eu un coup de cœur, parce que le 5 second tour, c'est quand même pas rien pour récupérer Dillon Jones. Mais ouais, il a plein de petits trucs sympathiques, son passing, son handle, parce qu'il a un handle qui est pas mauvais, honnêtement, pour ses mensurations et son poste. Défensivement, à voir ce que ça donne, ça n'a pas l'air trop mal non plus. Mais je ne sais pas s'il aura un vrai apport dans un secteur en arrivant à NBA, par peut-être le rebond. Là, le rebond, pour le coup, il n'y a pas de souci. Parce que Dillon Jones, cette année, il fait une petite saison, il n'est même pas à 10 rebonds de moyenne, petit joueur. Mais les 2 saisons d'avant, il est pas loin des 11. Pour un mec d'1m94, c'est quand même pas dégueulasse. Donc peut-être que dans ce rôle-là, rebond et de la transition, il peut apporter en NBA, mais sinon, j'ai du mal à lui voir des qualités qui se transposent en NBA, qui font qu'il peut aller gratter la rotation, à 11 joueurs de Degnaut. Donc, je sais pas. Je sais pas. Il y a eu une petite hype juste avant la draft, et je vois Charlie Lee, t'es plutôt content de sa draft, et je vois que globalement, il y a des avis plutôt positifs. Moi, je sais pas. Je suis pas le plus grand fan, honnêtement, mais il fait pas mal de trucs bien. Faut voir ce qu'il sera capable de faire très bien en NBA. Transposer, ouais. Il n'y a pas de truc élite. Il faut voir ce qu'il peut transposer, ouais. Non, en fait, moi j'aime bien, mais j'ai peur que ça devienne un joueur gadget que tu utilises de temps en temps pour pas grand chose. Mais il y a quand même des choses intéressantes et qui justifient un peu sa draft. On l'a dit, physiquement, sur les drives, sans être aérien, il arrive toujours à se créer des tirs, à pousser les gars. Son handle est incroyable. Franchement, pour un joueur de cette taille-là et de son physique, il a un handle assez fou pour mettre des crosses. Il y a des actions, s'il faut regarder à Weber State, où il dribble, je pense, 10 fois. Il fait 5 crosses d'affilée en changement de main. Les mecs, ils savent plus où donner de la tête. C'est assez drôle. Il est très bon sur le mid-range. Ça, ce qui est intéressant aussi, parce qu'il y a un vrai footwork
Il y a des step back, il y a des reverse, etc. qui sont assez intéressants. Il y a un vrai bag en gros de scoreur ou de mec qui a joué, on dirait, sur du playground pendant très longtemps et qui sait se créer son tir et sur un contre un. Après, son tir de loin, c'est la grande question. Il n'a pas tiré à un excellent pourcentage, à 30% à peu près. Il n'a pas hésité à en prendre, par contre, notamment en catch and shoot. Il n'est pas horrible son geste, mais c'est pas un geste de shooter, loin de là. Donc, il faudra voir si ça clique. Déjà, on le dit un peu pour tous les joueurs. Hein. Si le tir à 3 points il clique, déjà, tu as quelque chose à apporter. Défensivement, je ne sais pas si je suis aussi chaud que Charlie dit sur son impact. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Il n'est pas aérien et tout. Ça peut être assez compliqué. Par contre, je pense qu'au sol, il pourra défendre beaucoup de mecs. Ouais. Ça peut être intéressant à voir comment on l'utilise, si c'est un 4, si c'est un joueur plus petit, etc. On ne l'utilisera pas en meneur. Hein. Il y aura d'autres joueurs plus petits sur le terrain que lui, c'est presque sûr à chaque fois. Donc en fait, je suis un peu comme toi, Tom. Moi, j'aime bien. Je me dis, ok, je vois pourquoi on l'a pris, je vois le truc qui fait qu'il est là, je vois pourquoi il a mis un 30-20 en un match, parce que le gars peut prendre le rebond, traverser le terrain, te mettre un pull-up à mi-distance, voilà. Assez chiant à jouer, ce genre de joueur. Et il y a un monde où ça, il arrive à le transposer, et il y a un monde où pas du tout, et du coup, il ne te sert pas à grand-chose, parce que défensivement, il n'apportera peut-être pas assez pour jouer. Offensivement, s'il n'a pas le tir et que tu lui donnes pas beaucoup la balle, ou qu'il n'arrive pas à se créer ses tirs, bon, pas un grand intérêt. Après, par contre, si tu arrives à l'utiliser un peu correctement, qu'il arrive à s'exprimer, qu'il arrive à prendre des responsabilités, parce qu'à la passe, pour le coup, il est vraiment bon, que ce soit sur drive, pick and roll, sur skip pass, sur passe après dribble dans la raquette, etc. Il est vraiment bon. À voir. J'ai quand même tendance à dire que c'est un joueur là qui arrivait à aller où il voulait sur le terrain. Alors, est-ce qu'en NBA, il arrivera à faire la même chose? Mais là, dans la raquette, il faisait ce qu'il voulait. Il arrivait à trouver des passes, des tirs et tout. Il arrivait à lâcher la balle quand il fallait. Donc à voir, ouais, dans un rôle bien moindre, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, comment on va l'utiliser, comment il pourra s'exprimer. La Summer League, ça va être pas très parlant pour lui, je pense, parce qu'il va avoir plein de ballons et que, à mon avis, peut-être qu'il dominera, mais en tout cas, on va le voir beaucoup avec la balle, c'est presque sûr. Donc je suis pas sûr que ce soit très parlant pour lui. Après, est-ce qu'on lui voit un avenir en tant que poseur d'écran, short roll, du coup, ça peut être intéressant, comme Dort l'a fait des fois en playoff. Est-ce que, voilà, on verra. Mais ouais, il faut que ça devienne... Pour l'instant, ça serait juste un gadget, j'ai l'impression, et il faudrait que ça devienne plus que ça, quoi. Ah bah, Ouais, après, ouais, moi j'aime bien le profil. Après, ouais, c'est sûr qu'à OKC, pour qu'il se crée une place dans la rotation, ça peut être compliqué. Après, Presti, encore une fois, a un petit peu ciblé les faiblesses d'OKC, même si je pense qu'il a eu un gros coup de cœur sur le joueur. C'est-à-dire que c'est un bon passeur, notamment en tant que connecteur. Voilà, il peut faire de très bonnes lectures. Et c'est un énorme rebondeur, donc deux faiblesses qu'on a pu trouver chez OKC l'année dernière. Donc après, il ne va pas rentrer juste pour faire des passes, juste pour prendre des rebonds. Mais voilà, c'est un profil qui est intéressant, à voir si ça clique ou pas. De toute façon, voilà, on envoie 5 secondes tours. Il y a peut-être des gens qui peuvent penser que c'est beaucoup ou quoi. Avec tous les pics qu'on a et pour la valeur qu'a un second tour, je vous jure que c'est juste parce qu'il y a eu des... Je pense que Presti savait que derrière, il y a des équipes qui allaient le prendre et qui le voulaient vraiment. Et du coup, il a lâché les 5 secondes tours. Mais en soi, c'est pas envoyer énormément d'assets pour un joueur comme ça. Puis c'est pas... Ouais. Les seconds tours, il y en a 30 et la valeur d'un second tour, et on le verra juste après avec... il a réussi à en récupérer un, ça me aussi. Ça serait oui, voilà, c'est ça. Mais ouais. Après, oui, voilà, faut qu'il développe un aspect de son jeu qui soit très bon en NBA. Parce que dans l'idée, c'est un peu Josh Hart en mode Daily Fort, quoi. Rebond et transition. Sauf que Josh Hart, c'était un mec qui, dès son arrivée en NBA, défendait vraiment bien aussi. C'est ce qui maintenant. Ouais, qui a un tir. Ouais, et tu vois, même à l'époque où il s'est fait une place dans la rotation, il n'avait pas beaucoup de tirs, Josh Hart, mais par contre, il défendait, il prenait du rebond, tu vois. Il défendait en plus. Donc, il faut voir ce que. C'est la grosse incertitude, Dylan Jones, qu'est-ce qu'il sera capable d'avoir comme rôle en NBA. Et tu vois, c'est très important d'avoir un truc très bon en NBA. Tu peux pas juste être pas mal partout, mais pas avoir de points forts, parce que même un Aaron Wiggins, où on peut se dire, ouais, il fait tout bien, mais est-ce qu'il a un gros point fort? On sous-estime beaucoup la capacité à finir au cercle d'Aaron Wiggins, qui est un mec qui est très très bon pour finir au panier, qui a un très bon toucher. Et ne serait-ce que ça, c'est une arme intéressante parce que tu peux pas le laisser attaquer le panier. Ça libère des espaces.
Puis on a un autre exemple, c'est Isaiah Joe. Quand il tirait moyennement bien, il a été coupé, il jouait pas beaucoup. À partir du moment où il a commencé de mettre dedans, c'est ta porte d'entrée et après tu développes un peu le reste autour. Je pense que le plus important pour lui, et peut-être le plus évident, ce sera l'aspect. Ouais. Mais pour Dillon Jones, le plus important, je pense, c'est si physiquement ça se transpose, parce que ça lui débloquera le rebond, la transition, les 1 contre 1. Enfin voilà, ça se transpose. S'il arrive à dominer et à aller au cercle comme ils faisaient en NCAA, ne serait-ce que le passing que tu as dit, qui est vraiment un bon passing pour ce genre de physique-là, ça va débloquer des choses. Parce que s'il est une menace près du cercle au panier, ça va se resserrer sur lui et il a l'air d'avoir la vision de jeu et la qualité de passe pour lâcher la balle au bon moment, au bon endroit. Donc à voir. Moi, je suis pas le plus convaincu, mais c'est pas non plus déconnant comme choix parce que ça rentre dans la philosophie de jeu d'OKC. Et lui aura peut-être du temps de jeu. Peut-être au match 1, on verra. Autant on va parler d'AJ Mitchell juste après, autant Dillon Jones, potentiellement, peut être dans une rotation à 11, comme tu l'as dit, Tom, sur un poste qui n'est pas le plus fourni, contrairement au guard et au pivot. Match 1, faut voir. Mais dans la saison, en tout cas, il aura sa chance. Oui, il aura sa chance. Dans la saison, il aura sa chance. Et quand tu auras un mec blessé ou que tu auras un passage angélique de Dieng ou de machin, ou qu'Henrich soit pas là, ou que voilà, il y a moyen, effectivement. C'est un passage angélique de Dieng, c'est que c'est pas bon pour Dieng. Oui, c'est pas bon, mais c'est très possible. Après, il n'y a pas une saison où il y va pas, quoi. Donc, Après, OKC est très fort pour ça, où tu peux jouer un match de G-League le matin et jouer avec le Thunder le soir. Lindsey Waters connaît ça. Lindsey Waters, Treman. Attention. Ouais. Bon, vous me faites une belle transition de parler des Lindsey Waters, en plus, c'est incroyable. C'est vrai. On va parler du deuxième soir de la draft, où Sam Presti n'avait pas envie de dormir encore, ne s'était pas arrêté là, puisqu'il a réussi à monter en 38 pour prendre AJ Mitchell, et pour cela, il a tradé Lindsey Waters contre le pick 52 des Warriors. Lindsey Waters aux Warriors, vous voyez arriver les grands staggers pour qu'ils prennent des tirs à 3 points en sortie de banc. Je le vois arriver. Je le lis. Il va les rater. Hein. Mais Lindsey Waters, ouais. Contre le 52, ils ont dit qu'il aurait sa place normalement. Mais il aura le contrat. Ouais. Donc on est au pick 52. Ensuite le 52 plus juste du cash pour monter de 14 places et arriver en 38. Donc quand même un choix assez haut de second tour. JRE était combien? Ou Malédon même? C'est dans ces eaux-là. Hein. 32, 34 dans ces eaux-là. Ouais, c'était ça. Alors là, ouais. Jalen, il est 34. Enfin, tu vois, on a une draft fréquemment début de second tour. Tu vois, Malédon, il est 34, par exemple. Et Wiggins, c'était 50 et quelques. Wiggins, c'est 40. Lui, il était 55. C'est 55, 54, je sais plus. Ouais. 55, je crois. Voilà, pour comparer, donc draft d'AJ Mitchell, qui du coup Presti avait envie d'avoir dans le roster. Encore un guard, pour le coup, on est chargé sur ce poste-là. Plus petit que les deux autres qu'on vient de citer, 6'3", 6'6" en envergure, donc des bonnes mensurations pour un guard, des mensurations correctes, voilà. 22 ans, lui aussi bien plus près, puisqu'il a passé 3 saisons à Santa Barbara. Il a joué en France, puisqu'il est belge, et il a joué un petit moment en France, donc assez intéressant. Certains l'ont peut-être vu jouer, ou peut-être ont joué contre lui en jeune, n'hésitez pas à nous le dire, ça pourrait arriver. C'est pas non plus le prospect le plus connu, lui a été annoncé très haut chez certains, plutôt plus bas chez d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas non plus un guard classique, j'ai envie de dire. C'est un guard qui va bien au Thunder, un attaquant assez complet, gaucher, qui est très fort pour se créer ses tirs, très fort en décélération, si ça vous fait penser à quelqu'un, très crafty, comme ils disent aux États-Unis, pour se créer ses tirs autour du cercle, passer autour des défenseurs, etc. Très bon dribble, pas mal sur pick and roll, très bon min-range, très bon flotteur, etc. On parlera du tir ensuite, très bonne gestion du corps. Lui aussi a été très productif avec plus de 20 points par match, avec un excellent true shooting pourcentage sur la saison. Il a été très efficace. Donc un joueur assez intéressant. Tom, est-ce qu'il t'a un peu plus chauffé lui que Dillon Jones du coup? Moi je l'aime bien. Après c'est typiquement le profil de joueur. Tu vois, moi je suis un peu nostalgique de Jared Butler. C'est typiquement le genre de joueur qui guard. On va dire celle-là. Jared Butler. Je suis nostalgique de Jared Butler. Oui, mais pas forcément pour OKC. À la fac, je le trouvais bon. Tu vois, à la fac, je me disais, Jared Mitchell. Faut en faire un t-shirt. Je suis nostalgique de Jared Butler. J'aimais bien Jared Butler. Et tu vois, même à la draft, après, quand je l'ai vu en NBA, c'était plus dur, mais Théo Malédon, c'était un joueur que j'aimais bien. C'est d'autres problématiques pour Théo. Là, il est encore en équipe de France et tout. C'est autre chose. Disons que c'est les petits guards où souvent ça perce pas en NBA, mais je les aime bien quand même. J'avoue, c'est un de mes petits kiffs perso.
Mais ouais, Jay Mitchell, tu l'as dit, c'est un joueur assez complet, un joueur qui a fait 3 ans de fac, un joueur, oui, tu l'as dit, alors je l'ai découvert quand tu l'as dit, du coup, qu'il avait joué en jeune à Nanterre. Hmm. Donc, bah, voilà, dans le chat, dites si vous avez joué contre AJ Mitchell et si vous l'avez crossé. N'hésitez pas à flex. Peut-être l'inverse plutôt, en vrai, honnêtement. Ouais, Il y a moyen que ce soit. Soyez honnête, soyez honnête, on ne veut pas de mensonges. On retrouvera les menteurs. Mais non, voilà, c'est un profil de guard assez classique, en 91-89 kilos. C'est un profil meneur de jeu NBA, quoi. Et une bonne envergure. Mais ouais, tu l'as dit, un joueur assez complet, qui n'est pas un athlète incroyable, mais qui a des skills balle en main, qui a un vrai bag en fait, de bons joueurs de basket. Et honnêtement, il va être tout et contract. Jimmy Mitchell, il n'aura pas un contrat garanti en première année. Ça serait assez étonnant. Parce que je crois qu'on a 14 contrats là, si on compte les draftés. Le fameux Hartenstein. Ça a été annoncé à demi-mot qu'il allait tout-way. Ouais, voilà, tu vois, on va sûrement avoir Keontae Johnson qui va reprendre un two-way, Mitchell, et faut voir, mais je crois que Flagler, il a un two-way encore. Ouais. Mais ouais. Enfin, il avait un contrat de two-way sur plusieurs années, mais il faut le garantir cette année, quoi. Ouais, donc on verra le troisième, mais AJ Mitchell, il y a de bonnes chances qu'il soit two-way et qu'il fasse ses gammes en G-League, et que lui, on le voit à la Summer League pour le coup. Mais ouais, voilà, joueur assez complet. Oui, il a un peu de shot-making, à voir comment le shoot se développe. Les pourcentages sont pas mal, même s'il prend très peu de shoot à 3 points. Il prend à peu près un peu moins d'un quart de ses tirs à 3 points, même s'il a 39%. C'est un mec qui provoque pas mal de lancers. C'est un peu le thème de la draft pour Topic, mais Dylan Jones et AJ Mitchell, c'est des mecs qui provoquent beaucoup de lancers. Parce qu'aussi, ils avaient beaucoup de responsabilités balle en main, mais voilà, il est quasiment. AJ Mitchell, il a plus de 6 lancers par match, et pareil, il a 86%. Donc c'est très intéressant et tu peux essayer de projeter un shoot, pourquoi pas. Donc ouais, joueur intéressant, bon passeur, un gaucher, donc, toujours un peu plus fun d'avoir un gaucher. Voilà, c'est pas mal, ça finit bien au cercle. Donc à voir s'il se fait une place, c'est clairement pas la priorité de développement. Il va y avoir du monde sur son poste, donc bonne chance. Mais on sait jamais si ça se développe bien. Tu vois, Rod Wiggins, on a été surpris au fur et à mesure de son développement et il s'est fait une place et il a chopé un contrat. Bah, Jay Mitchell, on verra. Il peut dépanner en tout cas. Oui. Après, vous l'avez bien décrit. C'est un meneur, comme vous l'avez dit, qui sait un petit peu tout faire. Qui d'ailleurs, on n'a pas parlé de la défense, mais qui est un défenseur qui est très correct, qui provoque pas mal d'interceptions, qui navigue bien entre les écrans. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais avec cette draft, j'ai un petit peu l'impression que Presti, il voulait un petit peu des mecs capables de créer en sortie de banc, même si AJ Mitchell, s'il a une place, il faut vraiment qu'il y ait un alignement de planète avec des blessures et que ça clique bien. Mais ouais, un petit peu un guard en sortie de banc capable d'attaquer le cercle tout en étant un shooter assez décent. Mais après, ouais, si ça clique, pourquoi pas, il peut bien se lancer dans la rotation avec ses qualités de drive, sachant qu'il a un bon catch and shoot. Donc ouais, il peut t'apporter du rythme en tant que potentiel 6e homme, mais de toute façon, on sait que son rôle va globalement être en G-League. Il va être intéressant à voir en Summer League. Mais oui, voilà, c'est un petit peu, enfin, c'est pas complètement le même profil que Topic. Il est un petit peu plus combo guard que lui. Et il a quand même il a beaucoup moins de playmaking, même s'il a un bout de bonne vision de jeu et il distribue quelques bonnes passes. Et comme on l'a dit, il peut au-delà de ça marquer aux 3 niveaux, donc que ce soit au cercle, au mid-range, en flotteur ou à 3 points, même s'il n'a pas un énorme volume. Donc ouais, c'est un bon joueur à voir comment il joue, mais évidemment aucune attente sur ce joueur en termes de comment dire, grosse place dans l'effectif du Thunder et dans le roster. C'est un second tour, hein. De toute façon, à partir de là, il n'a pas un contrat garanti, il sera sûrement entouré. Non, mais 3 limites un peu à lui. Bon, il a montré qu'il avait des bonnes capacités off-ball, et ça, c'est intéressant. Il est très intelligent sur le terrain. Et d'ailleurs, les 3 joueurs draftés sont très intelligents, hein. Il y a des vrais feel for the game, comme ils aiment bien dire. Vraiment, c'est des joueurs intelligents. De la passe, hein, ouais. Donc, honnêtement, ouais. Et lui est intéressant dans cet aspect-là. Maintenant, des limites, il y a une limite physique. C'est pas du tout le guard très athlétique.
C'est pas lui qui blow by les gars, c'est plus sur des crosses, gestion du dribble, gestion des appuis avec un très bon footwork, etc. On en a plein dans le roster des comme ça, donc vous voyez très bien de quoi on parle, dont un qui est devenu le meilleur joueur de la planète presque en faisant ça. Non, plutôt dans ce profil-là. Donc ça peut être une limite en NBA, physiquement pour se créer ses tirs et défensivement. Parce que Charlet, tu l'as bien dit, il fait le taf, il est intelligent et tout, mais le moment où le physique coincera, c'est plus dur de défendre, c'est toujours la même chose. Après, la limite, elle est dans le roster, parce que en poste de guard, surtout avec un Cason Wallace qui semble avoir un énorme vent en poupe, vu ce qui sort dans la presse, des déclats, etc. Lui, tu sens qu'on a envie de lui donner une importance maximale, avec la re-signature de Joe, avec Caruso, avec Shea, avec Jalen Williams qui joue le ballon en main, avec Dort qui est la taille d'un guard. Enfin, c'est épais sur la ligne arrière. Sa place, ça va être compliqué. Donc, comme vous l'avez dit, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup. Il aura peut-être pas beaucoup sa chance sur la saison. Il va faire pas mal de G-League, je pense. Donc, à voir comment il se développe. On sait qu'on aime bien s'appuyer sur la G-League pour développer les gars avec plus ou moins de succès. Et ensuite, dernière limite, c'est le tir, potentiellement à 3 points. Autant sous le cercle, il aurait peut-être du mal à se créer ses tirs. Le mi-distance, c'est très bon, les flotteurs, etc. Le 3 points, faut confirmation. Il a une vraie gestuelle de gaucher. Le classique très tourné, on pivote les épaules un petit peu, etc., qui n'est pas inefficiente, loin de là, mais voilà, assez atypique des gauchers, avec un côté très dominant. Il faut qu'il clique, là il a eu des bons pourcentages, pas une grande quantité, il a montré un peu off-ball, pas énormément de pull-up, faut voir un petit peu si ce tir-là et la distance NBA lui conviennent. Lui aussi va être intéressant à voir sur la Summer League, parce que lui il aura la balle, c'est sûr. Autant Dillon Jones, on se doute, mais voilà, lui c'est sûr qu'il aura la balle et qui devrait jouer avec les autres jeunes ou les autres un peu joueurs de G-League du Blue. Donc à voir ce que ça donne sur cet aspect-là. Le backcourt de G-League de gaucher, là, AJ Mitchell, Jadon Shackelford. Attention, ça c'est bien hipster, bien ça dégaine. Shackelford, il est dégueulasse en termes de pourcentage, mais c'est un gaucher qui shoot, donc c'est beau à regarder. J'ai hâte de voir même notre roster en vrai de Summer League, parce qu'on avait quand même gagné la G-League l'année dernière, donc tu as des joueurs intéressants. Il y en a qui ont été signés d'ailleurs avant la fin de saison, je crois. Ça va être intéressant de voir s'il y a du Dieng, du Casson, Casson sûrement pas, mais voilà. On verra. Franchement, Dieng, je suis pas si sûr qu'il soit en G-League. T'as quoi à perdre à le mettre sur assuré, je sais pas. Hâte de voir le roster quand même. Peut-être qu'il va nous faire genre, je sais plus qui avait fait ça dans les récentes où il avait joué genre le tout début, Guidi, je crois, sur son année, il avait joué 2-3 matchs pour s'éclater. Après, je crois qu'il en avait joué un. Je me demande s'il avait pas joué un match avec Chet. Il roulait sur tout le monde. Oui, il s'était éclaté au début. Il a fait c'est bon, je reprends mes vacances. Il avait fait un triple double en marchant à peu près. Mais je pense que Dieng va y être en vrai. Je pense que Dieng va y être. Surtout au début peut-être. Que Wallace n'y est pas. En vrai, j'aurais bien mis Cason Wallace juste pour lui donner la balle. Vas-y. Ouais, pour voir un petit peu. Ça aurait été intéressant de le voir un petit peu après, Cason, il a joué les 82 matchs de régulière plus les playoffs. Moi, j'ai envie de le laisser souffler un peu. C'est épais, ouais. Donc, vu qu'il y a eu les playoffs, ça change un peu la donne, je trouve. Et pour en revenir sur AJ Mitchell, honnêtement, il y a peu de chances qu'il devienne un joueur de rotation du Thunder ou peut-être même de NBA. C'est d'ailleurs typiquement le genre de profil qui peut faire une bonne carrière en Europe parce que c'est vraiment un bon basketteur. Et peut-être que la NBA, c'est trop haut, notamment au niveau athlétique. Mais par contre, les fondamentaux basket et les qualités basket, il est vraiment intéressant. Mais il peut être intéressant pour la G-League et dépanner si besoin, si t'as des blessés, si t'as envie de faire tourner un peu en fin de saison avant les playoffs. Ça peut être un petit joueur intéressant à regarder, donc pourquoi pas. Moi, je suis un coach pro approbé, je suis prêt. En plus, il est passé en France, tu connais. J'ai vu ça, typiquement. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect européen, ou peut-être si la marche est trop haute pour lui en NBA. Même à voir ce que l'Euroleague repose moins sur le côté athlétique que la NBA. S'il développe vraiment des très bonnes qualités basket et qui devient un joueur très régulier et très propre, qui sait faire un peu de tout, l'équipe d'Euroleague, c'est pas déconnant d'aller sur AJ Mitchell. Ouais. Il me fait trop penser à Cameron Payne. Là. Je sais pas pourquoi je pense à lui. Oui, mais tu sais que quand c'est vraiment je cherchais le profil. Je cherchais une comparaison de son tir et Cameron Payne sur le tir extérieur un peu mieux pour Mitchell. Après Cameron Payne allait vite. Il va encore Cameron vite sur le drive, ça va vite. C'est vrai qu'il est plus rapide. Athlétiquement, Cameron Payne, il est niveau NBA. Après, il draftait très haut, un peu moins confirmé, mais drafté par qui bien avec Westbrook. On se demande par qui, drafté par qui
Bon, messieurs, voilà pour la draft. Donc, 3 joueurs. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de la draft, etc., de ces joueurs-là, si vous êtes hypés. Nous, on a hâte de les voir en Summer League, vous l'avez compris. On passe maintenant à la Free Agency, où Sam Presti a été très actif dès les premiers jours, voire heures de la Free Agency. Ça a commencé, et on en avait beaucoup parlé dans notre podcast Stratégie de l'intersaison, par les cas Isaiah Joe, Aaron Wiggins, dont on a abordé un petit peu. Donc les deux ont vu leurs options refusées pour leur dernière année de contrat, avec comme annonce bien entendu derrière que OKC allait chercher à les signer sur le long terme, et sûrement qu'un accord avait déjà été conclu, hein, honnêtement. On va pas se voiler la face, ça a dû être conclu depuis bien longtemps. Les 2 contrats, du coup, pour Joe et Wiggins sont arrivés. 4 ans, 48 millions pour Joe, 5 ans, 47 millions pour Wiggins, qui est du coup un peu moins payé que Joe. Je vais revenir vers toi, Tom. On va pas en parler très longtemps de ces contrats-là, mais on en avait parlé en partie tous les deux avec Constant lors de cet épisode de Stratégie de l'intersaison. On nous avait questionné sur le tarif. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, moi, je suis très content. C'est globalement ce qu'on avait, On n'était pas si loin que ça. On était pas mal. Wiggins, ça représente un peu plus de 5% du cap. C'est du 9 millions et demi à l'année à peu près. Sur 5 ans. Et c'est pas un contrat très étonnant. Je m'attendais pas à ce qu'ils prennent forcément plus. Voilà, c'est un bon contrat d'Aaron Wiggins. En termes de pourcentage du cap par rapport à Kenrich, c'est un peu plus haut. Mais voilà, c'est pas déconnant. C'est un mec qui a joué des bonnes minutes en playoff. C'est bien. C'est un bon contrat pour Aaron Wiggins. Isaiah Joe, je suis un peu plus surpris, mais agréablement. Tu vois, le 12 millions à l'année, ce qu'on se disait, on aimerait bien mettre 12 millions l'année à Joe. On peut monter à 14. C'était ce qu'on s'était dit. Et si ça commence à monter à 15, là, c'est trop haut et ça devient compliqué. 12 millions l'année, moins de 50 millions sur 4 ans. Tu gardes Isaiah Joe, qui est ton meilleur shooter de l'effectif, qui est un mec, on le sait, hein, qui est devenu craint par les défenses NBA, qui le défendent clairement, collé au corps, quoi, qui ne le laisse pas shooter. Donc, c'est très bien d'avoir prolongé Isaiah Joe à ce tarot-là, parce que c'est pas un tarot excessif. Si jamais il y a un coup de moins bien ou que tu as besoin de faire un trade pour te renforcer, c'est un contrat qui est tout à fait tradable aussi. Voilà, je suis assez content de ces prolongations-là. On se demandait, oui, si Sam Presti allait prendre l'option et négocier une extension, ou voir pour l'été prochain, ou alors faire ce qu'il a fait du coup finalement, ne pas prendre la dernière année et directement les prolonger. Voilà, c'est très bien. Je suis assez content du tarot qui a été signé. C'est honnête. Et Isaiah Joe, en pourcentage du cap, ça représente un peu plus de 7%. Donc, c'est pas déconnant pour un mec qui est aussi à jouer des bonnes minutes de plus. Oui, pas grand-chose à rajouter. De toute façon, tu as fait le tour, hein. Voilà, c'est très honnête comme contrat. Il y a rien à dire. Et comme tu l'as dit, ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre du coup Wiggins et Joe dans un package comme Dort ou comme la nouvelle signature toute fraîche de Isaiah Hartenstein, dont on va discuter après. Mais non, très satisfait par ces contrats. Je pense qu'il y a personne qui est revenu dessus en disant que c'était pas des bons contrats, que c'était pas une bonne affaire et qu'il fallait pas faire ça. Globalement, tout le monde est satisfait de ça. Donc non, très, très bon move. Après, c'est comme on avait dit, est-ce qu'ils auraient eu beaucoup plus ailleurs? Je sais pas. Je pense que en fait, tout le monde Moi, était content de. Joe, j'avais des doutes. Wiggins, ça sentait bon quand même, Ouais, cette histoire. Isaiah Joe, vu le profil, tu vois, c'est souvent le genre de profil où une équipe peut se dire je le surpaye parce que j'ai besoin de shoot. Donc, c'est vrai. c'est bien qu'on l'ait prolongé à ce prix-là. Après, juste pour ajouter, effectivement, les tarifs et la négociation ont été salués un peu par tout le monde sur le contrat, etc. On n'a pas les détails du contrat exactement au moment où on enregistre, mais ça doit être du contrat classique, à peu près tout l'argent garanti, de plus en plus cher saison après saison, mais pas avec des J'ai marges regardé, immenses. c'est ça. J'ai regardé, Ouais, ouais. Sur je crois Spotrac, que billet, c'est sur Sur Spotrac, Spotrac, ils ont mis ça, ouais. Spotrac, ouais. ouais, C'est ça. c'est estimé, hein. C'est pas sûr, Ouais, c'est mais pas c'est une officiel, mais estimation et c'est du progressif et ça a l'air d'être du garanti pour les deux, donc 4 ans de Joe et 5 ans de Wiggins. Mais progressif gentil, on va dire. On n'est pas sur Oui, c'est pas des le. millions, ouais, c'est pas etc. Donc assez logique, assez classique. Et effectivement, comme tu l'as bien dit, Tom, ça peut être des pièces tradables dans le futur si tu as besoin. C'est des contrats qui sont pas négatifs. C'est des joueurs en plus intéressants qui se fondront bien dans à peu près n'importe quel roster, qui restent jeunes et qui, pour le coup, comme vous l'avez dit, ont eu un rôle important en playoff et sur la saison dernière.
et qui, des fois, si on est un peu péjoratif, un peu paniqué et autres, on a quand même fini premier de conférence, on a quand même passé un tour de play-off, on était à un match 6 de demi-finale. Il y a un moment, il faut se rendre compte des choses où ces joueurs-là ont été très importants pour la réussite de l'équipe, et donc c'est assez logique de les voir re-signer et de voir Presti miser sur eux pour la suite et sur ce roster qui a quand même beaucoup prouvé, et d'apporter quelques ajustements, on en a déjà parlé et on va en reparler. Donc c'est assez logique. Et puis de toute façon, même statistiquement, c'est confirmé. On en a assez parlé toute l'année avec Constant quand Joe était sur le terrain dans le 5 à la place de Guidi. Le Thunder a été très positif. Wiggins, c'est pas faute d'avoir fait des vidéos dessus, etc. On en a parlé aussi très longtemps. Un très bon impact avec pourtant un temps de jeu des fois assez limité. J'espère que du coup, d'ailleurs, notamment pour Wiggins, on verra dans le roster comment on joue, mais que ça leur apportera un peu de sécurité de temps de jeu et un peu plus d'importance presque que ce qu'ils ont eu. Bon, les minutes vont être dures à prendre à OKC l'année prochaine. Mais il y a de la concu, mais voilà, qu'au moins, on en parlait en off avant, pour nous, là, pour l'instant, ils sont dans la rotation à 9, sûrs, où tu les vois tous les soirs et ils ont des minutes assez sereines. Et ce qui n'était pour Aaron Wiggins, pas complètement gagné l'année dernière. Oui, je pense que de toute façon, son contrat, et même ce qu'on a vu pendant les playoffs, son temps de jeu et son utilisation, ça sécurise un petit peu sa place dans la rotation, en tout cas au début. Après, évidemment, tout peut se passer. Il y a des joueurs qui peuvent lui passer devant. Mais c'est pas comme avant où un jour on le voyait jouer 30-25 minutes, le lendemain il était DNP. Enfin, je pense que ça, on le verra de toute façon moins. Et voilà. Bon, voilà, pas grand-chose à dire sur eux, on a déjà assez parlé, mais on est content de les avoir dans le roster. Bon, passons maintenant au gros cas presque de l'épisode, en dernier, forcément. Oui. La signature d'Isaiah Hartenstein, arrivée là aussi dans les premières heures de la Free Agency, après un rendez-vous dans l'Oregon où Sam Presti s'est déplacé. Ça change des Mike Muscala au premier jour de Free Agency, on va quand même le dire. Et comme je l'ai tweeté sur le compte, si on enlève les prolongations, c'est la plus grosse signature de l'histoire d'OKC sur une Free Agency, ce qui n'est pas négligeable. Et on n'y croyait pas forcément à ce gros poisson d'Isaiah Hartenstein, par le profil, par le rôle, par le salaire annoncé, par ce que veut mettre en place Presti, par d'où venaient les rumeurs aussi. Par le fait qu'il venait des rumeurs, justement, et que Voilà, d'habitude, oui, quand un joueur est dans les rumeurs, c'est-à-dire qu'il signera pas. Surtout, et j'allais ajouter, et d'où venaient les rumeurs, parce que Jack Fisher, bon, ça va 2 minutes, Ouais. quoi, mais le Shea plus le 6 contre Kate Cunningham, on l'attend encore. Ou contre le Evan Mobley ou autre, voilà, on l'attend. Bref, OKC a sorti l'argent, on l'a sorti le chéquier pour signer Isaiah Hartenstein, l'un des free agents les plus demandés, je pense, de l'intersaison, en tout cas le pivot le plus demandé, je pense, de loin sur cette intersaison. 87 millions, 3 ans, le chiffre fait un peu peur, on va en parler. Contrat, par contre, on va le dire tout de suite, dégressif pour le coup, contrairement à ce qu'on a dit pour Joe Wiggins, avec un peu une surcharge la première année où tu avais pas mal de cap à dépenser, et potentiellement pas entièrement garanti la dernière année, peut-être une team option, on n'a pas encore toutes les infos, etc. Mais pas mal de marge de manœuvre la dernière année, et on en reparlera, qui correspond à des échéances importantes pour OKC, cette dernière année de contrat dans 3 ans pour lui. Bon, on en a beaucoup parlé avec Constant de ce joueur-là, on n'était pas convaincus, on n'y croyait pas aussi forcément, donc c'était dur de se projeter en tant que joueur du Thunder. Charles-Élie, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu vas attendre d'Hartenstein maintenant? Est-ce que c'est un vrai upgrade? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Où tu te situes, toi? Non, pour moi, ça reste une upgrade, même si, enfin voilà, comme tu l'as dit, on peut être ou ne pas être fan du profil. À un moment, il va quand même venir combler de grosses faiblesses qu'on avait l'an dernier, donc à commencer par le rebond, parce que c'est un très bon rebondeur de par sa taille et son physique, et son rôle de poste 5. Et ça va être aussi un rôle de backup, au poste de pivot, même s'il va, je pense, jouer aux côtés de Chet Holmgren. Ça va quand même nous faire du bien de ne pas avoir Jay Will à la place quand Chet va être sur le banc, je veux dire. Voilà, on l'a vu contre Dallas, Jay Will, il s'est bien battu, hein, mais quand tu passes de Jay Will à Isaiah Hartenstein, je pense qu'on va vraiment voir la différence, notamment en termes de protection de cercle. Voilà, je crois qu'il est avec Chet dans le top 10 des meilleurs
défenseur au cercle. Je crois que la stat, c'est le pourcentage de shoot autorisé dans la restricted area. Donc, en gros, l'année prochaine, si Chet et Hartenstein ne sont pas blessés, tu auras 48 minutes de très bonne protection de cercle, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Tu auras également 48 minutes de physicalité à l'intérieur, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Tu auras beaucoup plus de verticalité, sachant que, en plus d'être un très bon défenseur, Hartenstein est très intéressant en attaque, notamment avec son jeu de passe et également sa finition, que ce soit au cercle ou même un petit peu autour. Il peut mettre des petits shoots, que ce soit à 2-3 mètres, ce qui est intéressant. Alors oui, moi, ça me surprend un petit peu qu'on l'ait signé parce que c'est pas du tout un shooter à 3 points. Voilà, il va pas space le terrain, mais c'est tout de même un joueur qui va pouvoir te permettre d'avoir des tirs ouverts parce que c'est un très bon screener, que ce soit sur le porteur de balle ou sur le non-porteur. On va avoir des situations où Isaiah Joe va se retrouver ouvert grâce à un écran non-porteur d'Isaiah Hartenstein. On l'a beaucoup vu avec les Knicks, avec Dante DiVincenzo, même Josh Hart. Donc ça va être assez intéressant en attaque. J'ai très hâte de voir. Et même en sortie de banc, comme je l'ai dit, il est très bon sur pick and roll. Ça peut faire un très très bon tandem avec J-Dub qui a d'énormes qualités de passe, on le sait, on l'a vu avec Chet. Donc j'ai assez hâte de voir ça. Et donc oui, forcément, moi quand j'ai vu la notif, le contrat m'a un petit peu fait sauter les yeux. Mais ça veut dire que c'était le prix à payer pour l'avoir parce que, mine de rien, Isaiah Hartenstein, c'était le pivot titulaire des Knicks l'année dernière, vu que Mitchell Robinson n'a quasiment pas joué. Donc les Knicks, une équipe qui a très bien tourné, qui n'est pas allée aussi loin en playoff qu'on l'espérait à cause des blessures. Mais voilà, Hartenstein, il a toujours, enfin, c'est vraiment un soldat et un des meilleurs role-players qu'on pouvait trouver sur le marché. Il va toujours se battre, très bon au sol. Ça va toujours être un boost d'énergie. Et de toute façon, comme Caruso, quand il y a ce genre de joueur sur le terrain, il ne peut pas se passer de mauvaises choses. C'est un joueur qui, de toute façon, va apporter les deux côtés du terrain. On ne va pas être en mode ah là là, en défense, Hartenstein, c'est plus possible. Et inversement, en attaque. Donc moi, je suis assez satisfait de cette signature, sachant que le contrat me va bien, vu que ce n'est pas quelque chose de long terme. Et si ça ne marche pas, de toute façon, on pourra le mettre dans un package pour un trade. Voilà, si ça ne marche pas, on ne sera pas bloqué avec ce joueur dans notre roster et dans notre cap. Ouais, le contrat, oui. Si on veut appuyer sur le négatif, le contrat, c'est vrai qu'il est quand même très cher par rapport à la contribution d'Hartenstein. Il y avait des trucs qui étaient sortis comme quoi les Knicks, je ne sais plus combien ils ont proposé, mais genre du 80 sur 4, un truc pas mal quand même. 20 millions l'année pour Hartenstein, c'était à peu près le montant qui était attendu à la base. Et les Knicks ont l'air de leur proposer ça, mais Sam Presti, je pense, n'a pas laissé aucune chance quitte à surpayer le mec, parce qu'il y avait un vrai besoin en protection de cercle. Tu l'as dit, hein, protection de cercle, passer Jalen à Hartenstein. Moi, j'aime bien Jalen et je ne l'enterrerai pas pour la rotation. Je pense qu'il va avoir des minutes et qu'on va pas mal jouer avec deux grands. C'est peut-être un truc qu'on verra plus cette année, qui avait été un peu tenté par Degnault, du Jalen et Chet, même en playoff. Il a tenté un peu des line-up comme ça, mais avec le matériel que tu avais à disposition, si tu voulais jouer qu'avec deux grands, après tu mettais Biyombo, donc c'était quand même compliqué. On a fini la saison comme ça, hein, avec Jalen et Chet sur le terrain. C'est ça, donc moi ce que je me dis, c'est que pourquoi pas, on va avoir une rotation avec trois intérieurs, et que le poste 4, ta solution peut-être pour le poste 4, c'est soit jouer très petit, soit jouer très grand, et qu'il n'y aura peut-être pas d'alternative. C'est un peu spécial comme façon de voir les choses, mais peut-être que c'est ce qui va être testé. Bon, à voir. Poste 4 de grande taille, en fait, c'est Chet Holmgren. Voilà. C'est ça. En tout cas, si on veut se projeter un peu, même offensivement, Hartenstein t'apporte pas beaucoup de spacing, mais vu qu'il a une bonne qualité de passe pour un pivot et que c'est un mec, tu l'as dit, Charles Ely, qui est capable à 2-3 mètres de mettre quelques paniers, il est capable de mettre des petits teardrops, des petits push shots comme ça pour sanctionner, donc il n'est pas inoffensif à plus de 2 mètres du cercle non plus. Mais c'est pas hyper grave dans le sens où Chet il shoot à 3 points. Donc on sait que c'est
variable, le pourcentage au tir de Chet Holmgren, mais il est capable d'espacer le terrain. Donc, c'est pas les Cavs avec Evan Mobley, Jarrett Allen, où tu vois qu'offensivement, il y a un blocage parce que les deux n'espacent pas le terrain. Evan Mobley, il tente de shooter à 3 points, il a un peu progressé, mais ça reste quand même inefficient à 3 points. Donc, si on veut se projeter, oui, on va avoir de toute façon les deux ensemble sur le terrain. Vu le contrat d'Hartenstein, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il joue 15 minutes derrière Chet. Il aura ses 25 minutes, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En attaque, voilà, il apporte pas de spacing, il apporte des bonnes choses, il apporte du rebond offensif aussi. À voir si ça va être utilisé par OKC, qui n'a pas du tout la même manière de jouer que les Knicks là-dessus, où les Knicks sont hyper agressifs au rebond et sont probablement, sur la saison qui vient de s'écouler, la meilleure équipe de la ligue au rebond. OKC, c'est pas du tout le même style de jeu. Donc, à voir si le rebond offensif d'Hartenstein va être utilisé. En tout cas, défensivement, l'impact au rebond d'Hartenstein va faire du bien. La manière de box out, etc. C'est pas ça qui va rendre OKC une top équipe au rebond, hein, mais ça va être un vrai apport pour permettre de limiter un point faible. C'est un truc dont on parlait. C'est l'idée de signer un grand poste 4, c'était aussi pour apporter au rebond et apporter de la taille. C'est pas exactement ce qu'on a eu, mais au moins Hartenstein t'apporte ça sur de la protection de cercle du rebond. Un de tes points faibles qu'il fallait limiter. Et comme je disais, je me suis projeté offensivement, mais si on se projette défensivement, le fait d'avoir Hartenstein, ça te permet d'avoir moins de Chet en match-up direct sur un intérieur. Et de l'avoir plutôt en second rideau pour contrer, là où il est le meilleur. Donc on a vu du Jalen en match-up direct sur du pivot dominant. Il s'en était pas trop mal sorti d'ailleurs. C'était pas si mal comme plan de jeu. Avoir du Hartenstein, c'est quand même un autre niveau et il va avoir la réponse, la qualité physique pour répondre parce qu'Hartenstein, c'est niveau mensuration un pivot classique. C'est un 7-footer qui fait 110, 115 kilos. Donc c'est un mec qui aura la caisse physique pour répondre et je souhaite bonne chance aux équipes adverses pour attaquer le cercle d'OKC avec cette signature. Ça va être sympa. Faut voir en termes d'agressivité parce qu'OKC défend très agressif à l'extérieur, etc. À voir comment tu t'adaptes parce que ça te pose ce nouveau problème-là, mais ça apporte une option supplémentaire pour Mark Daigneault pour ses schémas défensifs. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Sachant qu'on a signé Caruso il y a quelques temps. Défensivement, le Thunder, ça va être un délire. Si ça matche bien, ça peut être une top 3 défense de ligue. Franchement, sachant que tu étais déjà top 5. Sachant que tu étais déjà top 5. Oui, c'est ça le truc. T'as encore plus d'armes que l'année dernière. Ah non, mais c'est ouais. Bon, vous avez dit beaucoup de choses, je vais essayer moi j'avais noté beaucoup de choses, j'avais beaucoup envie d'en parler. Je vais essayer d'être succinct et de résumer, ça risque pas d'arriver, mais bon voilà. Donc globalement, il y avait pas mal d'attentes sur trouver un backup pivot, etc. Et Hartenstein, vous l'avez dit, ça va être plus que ça. D'où la justification du prix, hein, honnêtement. Le prix est aussi justifié par le fait que c'est pas un rim runner uniquement comme on pouvait attendre avec on parlait de Gafford d'un moment, on parlait de je ne sais qui à un moment, voilà. C'est pas que ça, Hartenstein. Bon, vous l'avez dit, très bon toucher près du cercle, notamment sur les push shots. Dédicace à Steven Adams qui faisait souvent ça à l'époque, bon, qui avait jamais la balle, mais qui le faisait quand il l'avait en gros, qui était assez intéressant. Excellent poseur d'écran, ce qui pour moi n'est pas à négliger, parce que Chet ne l'est pas, parce que Jalen ne l'est pas, parce que nos meilleurs poseurs d'écran c'était Lou Dort et voilà en gros. Donc c'était assez compliqué et lui il va libérer énorme. Ouais, mais il posait même pas l'écran, c'était juste de la gravité. Donc lui va libérer des espaces à ce niveau-là bien plus intéressants et OKC il jouera peut-être beaucoup plus de pick and roll et Charlie tu l'as dit notamment sur la seconde unité avec J-Dub ça peut être très intéressant à valoriser d'amener ça. Ensuite vous l'avez dit on sait pas, je pense qu'on va revoir un peu plus du hub autour d'un grand comme on faisait un peu avec Jalen à un moment avec des dribble end-off etc. Je pense qu'avec lui tu peux prendre encore une fois une dimension bien plus grande que ça. Et c'est un joueur assez intelligent, c'est un joueur qui fait les bonnes choses, qui coupe au bon endroit, si tu mets dans le dunker spot, qui coûte au bon moment, etc. Bon, les Knicks jouaient pas si mal que ça, hein. Ils n'avaient pas un spacing énorme pour moi, mais ils avaient un excellent meneur, ils avaient une très bonne relation entre eux, ça attaquait pas si mal que ça, ouais, loin de là. Défensivement aussi, très intéressant, vous l'avez dit, élite dans la protection de cercle, élite au rebond défensif, élite au rebond offensif aussi d'ailleurs, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue, et globalement en fait c'est un corps. C'est un corps que tu n'as pas dans le roster. Tu as Chet en longueur, et c'est tout. En fait, en termes de poids, tu n'avais pas. En taille, tu n'avais que Chet, en gros, parce que lui, il est très, très grand aussi. C'est vraiment un corps et un aspect vertical que tu n'avais pas non plus sur les alley-oop et tout, à part Chet. Mais là, vraiment, il va faire mal sur les box-out, il va faire mal sur les écrans, il va appuyer un peu sur la défense, ça fera pas de mal. Donc globalement, une signature pour tous ces aspects-là, un peu louée par tout le monde, les insiders, etc., malgré le contrat un peu difficile, mais qui est, on va dire, sauvé par sa structure.
par cette 3e année, pas forcément garantie, par cette team option, qui du coup, on va dire, correspond au moment où tu auras normalement prolongé Chet et J-Dub, et tu auras pas mal de joueurs à payer, où Shea aura peut-être signé aussi un Supermax, c'est presque écrit, aura signé le plus gros contrat de l'histoire à ce moment-là d'ailleurs, on va le dire, vu que ça augmente tous les ans. Donc là, tu auras des choses à payer, et peut-être que cette dernière année pas garantie, ou le fait de le surpayer les premières années parce que son contrat est dégressif, tu seras très content de l'avoir fait. Mais effectivement, le tarif est très élevé, et je pense que tu étais obligé de payer ce prix-là pour le faire venir, parce qu'il voulait rester au Knicks, c'est ce qui est paru. C'était très dur pour lui de quitter l'équipe, donc je pense qu'il fallait le convaincre par le projet, sur sa façon de l'utiliser, comment il va être utilisé, par le tarif aussi, bien entendu. Je crois qu'il y a un aspect taxe aussi qui était intéressant pour lui. C'était à mentionner, hein, le salaire était encore plus élevé du coup avec les taxes d'OKC. En vrai, pour moi, il y a 3 scénarios. Soit ça marche trop bien, mais genre vraiment, il apporte vraiment, il est parfait dans le jeu, on l'utilise bien, ses passes, etc. Du coup, Chet est utilisé en 4 un peu plus, et il progresse un peu sur le tir, sur la création pour lui-même. Enfin voilà, la défense progresse, t'as plus de rebonds. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se libèrent. Soit ça marche pas du tout, et dans ce cas-là, t'as un backup pivot pas fou, c'est un grand mot, mais qui joue 15 minutes, en playoff tu le mets pas tout le temps parce que c'est difficile, voilà, Chet il arrive pas à jouer 4, ça se passe pas bien, et du coup tu le surpayes. Et pour moi, on va se situer un peu au milieu, où tu auras des très bons passages, mais jamais parfaits, où tu auras de la rebond, tu auras du jeu, des fois un peu de spacing aussi, parce que le spacing, je pense pas qu'il va diminuer si on met lui et Chet par rapport à lui et J. Will, honnêtement. Mon gros doute, en fait, c'est Chet en 4. C'est le doute pour l'instant que je pense que vous avez aussi, et que tout le monde a un petit peu, parce qu'on l'a peu vu ou pas forcément bien. Donc ça va être le grand axe de travail, et vraiment le truc qu'on va tous observer, je pense, sur la première partie de saison. Ça va être lui, encore plus que Caruso, c'est comment Hartenstein est utilisé. Donc ça à voir. Maintenant, moi j'aime bien, parce que en soi, ça apporte plein d'options à Mark Daigneault, et vous l'avez dit, on peut jouer grand, on peut jouer petit, on peut mettre des corps, on peut mettre que de la taille, que du pacing, que du tir, que ce que vous voulez. Et ça, c'est intéressant pour moi. Là où, alors, je me contredis aux autres épisodes, mais j'aurais aimé qu'on prenne un poste 4, etc., pour qu'on reste dans le jeu qu'on a créé depuis pas mal d'années, pour qu'on reste dans cette optique-là. Là, avec Hartenstein, tu t'en éloignes un petit peu de cette dimension 5-out, spacing, etc., mais tu t'apportes pas mal d'options, tu t'apportes des choses différentes, tu t'apportes des décalages via écran, tu t'apportes plein de choses. D'ailleurs, ça se trouve, on dit en plus, on parle de backup, mais ça se trouve, il va starter, hein, c'est pas exclu. Donc, à voir effectivement comment utiliser. Et il y a des choses, moi, ça va être le truc que je vais regarder. Si on n'en avait pas regardé, c'est le truc que je vais regarder sur le début de saison, c'est comment utiliser offensivement, surtout, parce que défensivement, on sait, il va faire du drop, ce que OKC fait quand même régulièrement, hein. On fait pas tout le temps du switch, hein, notamment avec Chet, on n'en faisait pas énormément, avec J. Will, j'en parle pas. Faire du drop, il va protéger le cercle. Je pense qu'il est capable d'être agressif quand même sur les porteurs, sur les écrans, donc ça me paraît pas inintéressant. Ça se trouve, on va le faire tirer à 3 points aussi. C'est très peu arrivé ces dernières années, mais c'est pas exclu. Donc voilà, on verra. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère qu'on s'était trompé avec notamment Constant en disant qu'il fallait un 4 et pas un 5. Et que le niveau de ce joueur-là, que honnêtement, moi j'aime bien, alors qui se fonde bien dans le roster et qui apporte vraiment une dimension supplémentaire. Mais comme on a commencé la chose, c'est un upgrade au roster. Il n'y a pas de doute, voilà. Quand tu enlèves des minutes à J. Will pour les donner à Isaiah Hartenstein, c'est un upgrade, il n'y a pas de doute. Donc rien que pour ça, c'est très bien. C'est très bien. Et d'ailleurs, je finirai juste par remercier Gordon Hayward. Parce que sans son trade, on n'aurait pas, sans son trade et son contrat qui se terminait cette année, on n'aurait jamais pu signer Isaiah Hartenstein. Donc merci Gordon Hayward. Qui ira affaiblir les Denver Nuggets en étant titulaire au poste 2. En plus. Merci Gordon. Ça aurait été sa seule contribution à la franchise. Merci. Pas beaucoup de 3 points, mais beaucoup de tirs. C'est cool. Pas beaucoup de tirs. Ouais. Pas beaucoup de ballons, de basket en général. Ouais. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Hartenstein et Chet, moi je me pose plus de questions sur Chet au poste 4 en attaque. Plus, oui, mais moi c'est l'attaque. La défense, défensivement, je suis plus intrigué par ce qui va être mis en place par Daigneault plutôt que inquiet. Je dis, la possibilité de mettre un bon défenseur costaud, tu l'as dit, je dirais pas qu'il est élite protection de cercle, mais il est très bon en tout cas. Et même globalement, il est très bon en stocks. C'est un bon playmaker défensif. Il a plus d'une interception par match aussi, Stanley Kenix. Il a 2,3 stocks cette saison en régulière.
Donc, ce qui est très intéressant. Et le fait de mettre un mec solide, bon défenseur, qui pourra tenir un pivot, pour Chet, c'est génial pour être en seconde rideau. Et j'ai hâte de voir même, est-ce qu'on va, vu que tu vas perdre un peu en mobilité pour agresser à l'extérieur, est-ce qu'on Daigneault va mettre plus de zones en place, de la zone 3-2 ou des choses comme ça? Ça peut. Voir ce qui va être mis en place, mais ça peut être vachement intéressant. Oui, offensivement, je me pose plus de questions dans le sens où Chet, on se plaignait déjà un peu qu'il n'ait pas trop de alley-oop, qu'on le voit un peu trop prendre 2-3 points, etc., et pas aller assez près du cercle, qui est quand même un de ses points forts. C'est un très bon finisseur près du cercle, il est très efficace, Chet. Avec Hartenstein, il aura encore un peu moins de possibilités, ou du coup, il va peut-être devoir être plus dépendant de son 3 points pour exister offensivement. Ouais. Le scénario idéal, c'est Hartenstein poste haut qui arrive à mettre des pocket passes ou des petites passes en l'air pour Chet qui coupe. Alors là, si on arrive à faire ça, mais alors tremblez tous, on frappe tout le monde à l'ouest. Hein. C'est terminé. Oh, oui, short roll d'Hartenstein qui sera très bon là-dessus. Ah ouais, pour Chet. T'as un pick and roll chez Hartenstein avec Joe dans le corner pour le spacing. Chet qui ressort sur Hartenstein. Hartenstein qui serre Chet sous le panier. Voilà, les live tweets, ils vont être. Moi, ma grande peur, c'est plus offensivement, ouais, comme tu as dit. Où Chet, soit tu seras obligé de le cantonner à un rôle de shooter, soit en haut, en position d'arrière, soit à 0 degré. Soit tu es obligé de l'utiliser un peu comme sont utilisés les autres joueurs d'OKC sur du dribble and off. Soit, je l'attends, hein, le pick and roll Chet Hartenstein, il va arriver. Hein. C'est sûr qu'on va en faire. Il va arriver. Chet balle en main et Hartenstein qui pose l'écran, ça va arriver. C'est presque sûr. On va rigoler par contre. Hein. Donc c'est ça qui me fait un peu peur, moi, en fait. C'est plus cet aspect-là offensif, comment les deux arrivent à jouer ensemble. Bon, après, l'équipe de France va jouer avec Wemby et Gobert. Tu me diras, on peut jouer. Ouais, c'est ça. Mais Victor, c'est pas pareil. Victor, c'est un délire. Après, Chet est encore jeune. Et... Je parle de l'actualité, mais oui, il a encore une marge de progression. Chet, notamment sur le drive, tu vois, ou si ça joue avec Hartenstein et que on a déjà vu quelques flashs de Chet qui arrivent à driver bien rapide au cercle sur un kick-out. Ça, c'est un truc où si Hartenstein est sur le terrain, on va le voir plus. Mais c'est sûr que moi aussi, je suis assez sceptique de voir les deux ensemble en attaque. Par contre, en défense, ça risque vraiment d'être injouable. Ça peut vraiment être injouable. Ça va changer. Il y aura, disons, on peut avoir une défense d'OKC un peu schizophrène. Un peu, quand tu joues très petit, tu es hyper agressif, machin, et puis après tu joues avec Hartenstein, Chet. C'est genre, ça se trouve, Dieng, il va faire une bonne saison et il va jouer poste 3 sur des line-up, on va jouer hyper grand. Et, en fait, les mecs, ils vont tous lever les bras et bonne chance pour attaquer le cercle. On peut avoir en fait, ça donne des possibilités pour Mark Daigneault qui est un peu un savant fou. Et du coup, j'aime bien. Mais l'étendue de line-up, elle est folle. Tu peux avoir des. Déjà, on sait pas qui va starter. Déjà, par exemple. C'est ça. C'est pas comme l'année dernière où on était sûr. C'est sûr. Tu peux avoir des line-up où tu as genre Caruso, Dort, Shea. Tu as 3 extérieurs qui sont 3 très bons défenseurs et puis tu as les 2 piquets derrière qui sont là. Ça peut être marrant à regarder, honnêtement. Non, mais tu peux avoir ton 5 ne sera pas ça, mais potentiellement, c'est Chet, Hartenstein, Caruso, Shea et J-Dub. C'est un délire. Mais t'as pas mal d'options. C'est un délire. T'as pas mal d'options et surtout tu t'ouvres des possibilités pour jouer des line-up différentes en fin de match selon tes besoins. Là, tu vois des mecs qui peuvent finir les matchs. Shea, J-Dub, Chet, c'est évident. Hartenstein, il a joué 70 minutes de moyenne en playoff avec les Knicks. Caruso, évidemment qu'il peut finir des matchs. Lugensdort, il peut finir des matchs. Et je sais pas, moi je crois beaucoup en Cason Wallace par exemple. Ça se trouve, Cason Wallace il va être capable de finir des matchs. Tu peux mettre du Joe. On a fini en playoff. Joe, on a fini. De toute façon, là, on se plaignait contre Dallas de manquer d'options. Et on manquait d'options même à l'intérieur, malgré des playoffs très, très honnêtes de Jalen. Là, tu te donnes Caruso, Hartenstein en plus dans ta rotation, en perdant juste Giddey qui avait des minutes en playoff et qu'on n'avait pas beaucoup et qui était beaucoup ciblé. C'est très bien, c'est très bien, ça donne des possibilités. Et comme dit, si ça marche pas, c'est pas dramatique, dans le sens où dans tous les cas, Hartenstein, il aura en régulière. Allez, si ça marche vraiment pas, il a 20 minutes. Il a 20 minutes en sortie. Mais... Si vraiment tu vois Chet Hartenstein ensemble, que c'est de la merde, il y aura 18-20 minutes quand même qui seront productives. Ouais, c'est ça. Donc, puis en fait, on a assez souligné le fait, par exemple, même si ça marche pas Hartenstein-Chet, on a assez souligné le fait que Chet l'année dernière avait joué tous les matchs. Il avait beaucoup de minutes. Il arrivait des fois, il était éreinté. Il y avait des passages des saisons qui étaient compliqués. En playoff, on l'a senti, l'adresse, etc.
Bah là, tu veux le reposer, t'as Hartenstein qui prend la place. Tu veux le reposer, tiens, il y a un match, il est pas bien, il joue que 25 minutes, pas grave, t'as Hartenstein. On n'avait pas ça l'année dernière du tout. Ça, pour Ouais, le on coup, Et c'est tu te un retrouves, vrai plus. tu te on retrouves moins était, on dépendant. était Je un petit dis, peu dépendant de lui, ouais. ouais, tu vois, je disais que j'étais pas, moi, j'enlèverais pas Jeline de la rotation. Je trouve qu'il peut apporter un truc intéressant, mais tu vois, l'an dernier, on était très dépendant de Jeline en backup aussi. Tu vois, de la même de Chet en tant que titulaire, parce que le troisième pivot, il y en avait pas. On jouait avec J-Dub en 5. Bah là, cette année, tu te donnes plus de possibilités. Et les soirs où tu reposes Chet, tu as quand même Hartenstein titulaire et tu as quand même Jeline en backup, qui est un bon joueur de régulière et qui a montré en playoff qu'il n'était pas catastrophique. C'est pas un joueur verrouillé rotation de playoff, mais c'est un mec qui est capable de faire un boulot très correct. Donc, ouais, non, là, la rotation intérieure, c'est très bien. C'est pas ce qu'on attendait, évidemment. Nous, on souhaitait un poste 4 parce que sur le papier, c'est un peu ce qui manque à OKC. Mais c'est osé. C'est osé. Et vu qu'OKC, c'est pas une grosse place de free agency, surpayer Hartenstein, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant et le contrat est pas si T'es handicapant. Tu l'as dit, obligé. Charlely, on peut le trader. Et surtout, il match Mm. très bien avec les contrats, les extensions futures de Chet et J-Dub. Là, en fait, si on veut vulgariser, Chet est titulaire, mais il a le contrat d'un remplaçant, et Hartenstein, il a le contrat d'un titulaire, mais il est C'est remplaçant. ça, Tu vois. Tu switches les deux, c'est bon, tu as les c'est contrats ça. qui correspondent mieux au rôle. Donc, c'est pas si grave. Tu avais du cap à utiliser, et Sam Presti l'a utilisé. C'est très bien. Tu vois, on parlait des années précédentes. Est-ce que Sam Ouais, Presti, il ferait pas c'est mieux de sûr. mettre de l'argent et d'essayer de renforcer l'effectif? Là, on arrive à un moment où OKC, elle est en demi-finale de conf, t'es devenu compétitif. Ben voilà, il a lâché un gros chèque sur Hartenstein pour renforcer son équipe. Et on a vu des équipes, tu vois, Boston, quand tu les vois signer des énormes extensions sur Jrue Holiday et Derrick White, où tu regardes, tu leur dis, mais la taxe, ils vont prendre tellement cher, ou foutre un super max sur Jalen Brown, bah, les mecs sont champions. Quoi. Ils ont mis l'oseille sur les joueurs auxquels ils croyaient, qui sont des joueurs qui contribuent, et tu savais qu'en playoff, ça allait contribuer. Ça a payé. Donc, faut payer. Denver, ils ont payé Jamal Murray, Michael Porter Jr. des sommes qui paraissaient astronomiques. Ils ont été champions NBA. Il faut payer des mecs et prendre des risques financiers pour être champion. Quoi. C'est ça l'objectif de Casey maintenant. Sachant que tu On va pouvais pas te le faire les permettre. longues des voies. Tu pouvais te le permettre en plus de Ouais, payer c'est les ça. mecs. Voilà. Et tu le fais sur 2 ans. Parce que la troisième année est normalement pas Mm. garantie. 2 ans, c'est pas un truc qui te stoppe totalement dans ta construction d'effectifs. Et si ça marche pas, tu as encore un effectif très jeune et des possibilités de bouger. Hein. Un Hartenstein en dernière année, ça ferait quoi? Ça ferait 29 millions. Bah, c'est un peu cher, je pense, à récupérer pour une équipe, mais c'est pas déconnant. Je m'étends un peu là-dessus, mais tu vois, le dernier qui a signé, qui est sorti de très bons playoffs et qui a signé un contrat au-dessus de sa valeur, c'était Bruce Brown aux Pacers l'an dernier, qui a signé un truc, c'était 45/2, quelque chose comme ça, la team option la deuxième année. Bah, les Pacers l'ont pris, ça n'a pas trop marché, ils l'ont lâché dans le package pour Siakam. Et Siakam, il leur a apporté vraiment en playoff. Là, ils se retrouvent avec un duo Haliburton-Siakam pour construire. Donc, même si Hartenstein ne marche pas, tu peux quand même flairer des opportunités sur le marché et son contrat permet de récupérer des gros joueurs. Si tu lâches Hartenstein et beaucoup de pics, tu peux récupérer un très bon joueur de basket qui peut t'apporter. Donc ouais, au final, là, plus on en parle, plus je suis convaincu par la signature d'Hartenstein, personnellement. Ça Clairement. servait à ça. J'aime bien Ça servait à ça l'idée. l'épisode. Ça servait à C'est ça pour ça. l'épisode. Bah, n'hésitez pas à dire en commentaire aussi ce que vous en pensez de cette signature, si vous êtes convaincu, Ouais, si vous êtes de la team, on n'est pas fan du puis- fit, et voilà. Et puis même globalement, si pour revenir sur l'off-season en général, on parle quand même d'un énorme renforcement parce que tu perds Guidi et littéralement tu gagnes Caruso et Hartenstein qui sont deux des meilleurs role-players à leur poste de la ligue. Donc tu peux pas te dire que tu es moins fort que l'année dernière, sachant que l'année dernière, tu fais first seed de l'Ouest. Donc tu peux que être confiant par rapport à ça, sachant que du coup, tu as des meilleurs joueurs, mais en plus, tu as un meilleur fit. Parce que Guidi, on le sait, l'année dernière, c'était un petit peu le problème de cette équipe en termes de fit. On sait, à chaque fois qu'il était sur le terrain, enfin, on ne va pas refaire la saison de Guidi, mais il y avait clairement quelque chose qui clochait. Sachant que maintenant, faire des mauvais line-up, ça devient de plus en plus compliqué, hein, je vous le dis. Bon, on peut toujours mettre Ousmane Dieng en 5, hein, mais je vous jure que c'est vraiment dur. Donc, sur le papier, on n'a jamais été aussi fort que maintenant et on n'a jamais eu un roster aussi profond et qui fait autant sens, selon moi. Donc, pour moi, C'est c'est rare. vraiment
Ah oui, c'est très rare. Faut remonter à des années lointaines, je pense, pour rechercher un faut roster vraiment aussi, remonter. Enfin, en tout cas, depuis sur le la papier aussi reconstruction, solide. n'en parlons pas. Ah oui. Depuis la Oui. reconstruction, n'en parlons pas. On peut pas faire mieux. Donc voilà, on peut que remercier Sam Presti qui a été actif à la free agency, comme on l'a souvent demandé. On a souvent dit qu'il faisait rien. Là, au moins, il sait que OKC est clairement une équipe qui va viser le titre. Et donc, il a tout simplement cherché à se renforcer pour l'année d'après. Voilà, pour comparer un petit peu, les plus gros free agents signés à l'époque, c'était Patrick Patterson et Nerlens Noel. Donc, Markieff Morris. ouais, Markieff Ah ouais, Morris, Markieff. voilà. Quelle Donc, signature. ouais, Mike Muscala. Donc, En vrai, même Isaiah Joe, quand tu vas le chercher, quand il est ouais. coupé et que tu le re-signes, c'était presque lui le joueur qui a eu le plus Oui, mais d'impact. quand on l'a signé, on pensait pas du tout Ouais, qu'il c'était allait pas. devenir ce qu'il est maintenant. On savait même pas s'il allait jouer. Donc c'est sûr que là, au moins, Presti s'est bougé. Bon, on a déjà parlé beaucoup du trade de Caruso Guidi qui est une masterclass. Mais non, pour revenir, pour faire une conclusion de l'off-season qui peut-être n'est pas terminée, mais honnêtement, je pense pas qu'il y ait d'autres moves. Je sais qu'il y a toujours compliqué. il y a une mid-room ou level exception à Mid-level, ouais. utiliser. C'est ça, ouais. Il y a une mid-level toujours. Est-ce qu'on irait chercher un joueur? Pourquoi pas? Peut-être un Est-ce qu'il y a des poste joueurs 4, hein, dispo on en intéressants? rêve. Après, est-ce qu'il y a encore des gens dispo? Je sais pas. Batum a signé aux Clippers, Honnêtement. putain. Ouais, Batum. Effondré, Pierre. Ah, bah en vrai, quand j'ai vu signer 2 ans en plus, je Ouais. dis, oh, et là, avec le roster qu'on a, non, mais là, je dis, oh. Franchement, ouais, non, je vois pas trop de joueurs, à part Simone Fontecchio, j'avoue, je vois pas de Ça, joueurs. ouais, Bah, est-ce disons que tu auras que un vrai upgrade? Est-ce que bon, si Ça, tu veux t'auras pas. si tu veux un grand ailier qui est dispo, il y a Miles Bridges, mais si on le signe, je me taille les veines. Ah. Je vous le dis tout de suite, Non, c'est merci. hors de Non, question. merci. Non, 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 on merci. signe, on Non, mais signe c'est pas ce sûr que connard. non, c'est sûr que non. Non. Non, Et je pense qu'en plus, en vrai, on n'arrivera pas. valorise Dieng. Je pense qu'encore, c'est notre Ah oui, oui. dernière chance Ouais. pour Dieng. Parce que je Dieng pense aura que des minutes, c'est sûr. C'est Ouais. sûr. on complétera juste le roster avec soit des jeunes, soit des mecs qu'on signera pour Ouais, c'est ça. avoir 15 joueurs, quoi. Ouais, Je le ça vois va bien vraiment arriver être ça. comme ça. Ça, c'est Mais à non, mon mais pour avis, conclure un peu sur ce que tu as ouais. pour conclure sur Ah, ce que vas-y, tu as vas-y. dit un peu, je te rejoins complètement sur l'aspect agressivité et tout, qu'on ne s'entendait pas forcément. On se dit, ouais, il va rester pareil, de toute façon, on est habitué, il n'y aura pas forcément de trade, on peut potentiellement encore utiliser le cap pour aller chercher des pics, etc. Là, pour le coup, on est vraiment dans une optique de renforcer l'effectif, on a des certitudes, on est en mode win now, ce qui n'est pas arrivé depuis une plombe, on va dire, hein. Je ne sais même pas si on faisait déjà des podcasts avec Constant ou très peu à l'époque. En gros, hein, Paul George. quand on faisait des trades win now, ouais, Paul George, voilà. Ouais, c'est ça. Donc non, clairement, t'es sur quelque chose de très bien, qui est loué. Je pense qu'OKC fera très peur l'année prochaine. On verra comment ça se passe. Est-ce que tu feras autant de wins? Est-ce que tu iras aussi loin en playoff? Est-ce qu'on aura le temps d'en parler plein de fois? Mais qu'on soit d'accord ou pas avec les choix de Daigneault, de Presti aussi, on peut difficilement lui reprocher de ne pas tenter, de pas, voilà, là au moins on est dans l'action, on est dans le renfort, on apporte des joueurs, là tu l'as dit, des role players un peu ultimes à leur poste, parce que Caruso c'est the role player presque, avec les Derrick White, tout ça, il est très haut dans la liste. Hartenstein, je pense que c'était le meilleur backup pivot de la ligue. Allez, il y a Nasrid, ou si tu le comptes comme un pivot, en gros, sinon c'est lui, parce qu'il a joué titulaire presque toute l'année de toute façon, en gros. Bah, c'est Donc, pour ça, voilà. Mais, ouais. Et c'était loin d'être le pire titulaire au poste de pivot Non, de la non. Bah, en playoff, il était très bon, Hartenstein. Faudrait Bah faire un oui. classement des pivots, mais il est quoi en vrai, je sais même pas combien il faudrait classer. Il est top 20? Je sais pas, mais- Ah je bah sais oui, pas. il est top 30? J'en 20. sais rien, Bah, faudrait faire des Ah bah pivots. oui, je sais pas, mais bah, il est bon. après, maintenant, Et les disons que pivots, c'est il y un a calibre tellement des titulaire, profils quoi. différents. Ouais, il y a plein de joueurs qui peuvent jouer pivot en soi. C'est ça, en fait. On Les les profils, questionne. Mais il maintenant, peut, c'est compliqué. disons que c'est un joueur niveau titulaire NBA, même en playoff. Donc Ouais. l'avoir en option, Bah, potentiellement backup C'est slash ça. titu, ou tu sais pas trop, c'est. Et comme Caruso, c'est un joueur à faible usage, faible besoin de ballon, qui n'est pas habitué à avoir des grosses responsabilités, mais qui est très efficace, qui sait être positif sur peu de temps, qui a toujours statistiquement des bons impacts depuis qu'il est Onyx, hein, parce que Houston, c'est un autre délire. Donc non. Même au franchement, Clippers, c'était bon. Hein. Clippers, Ouais, c'était pas mal, ouais. ouais. C'était Donc bon. non, plutôt satisfait.
Par contre, juste, je glisse un mot, je nous trouve sévère avec Presti sur l'agressivité parce qu'il y a une époque où il a quand même fait péter l'effectif pour Paul George et Carmelo. Bon, Carmelo, c'est c'était il y a quoi? C'était il y a 7 ans. Ah, mais depuis, c'est qu'on reconstruit aussi. Hein. Oui, c'est sûr. En même temps, là, il a enfin son groupe pour être compétitif. Il a enfin appuyé sur le bouton. Il y en a qui ça. Non, mais il y a eu des moments où on pouvait clairement appuyer sur le bouton et Presti a préféré la voie de la longévité et du développement, tu vois. Et là, au moins, disons que c'est pas Daryl Morey, quoi. C'est pas Daryl Morey en termes de pétage. Bah non. Mais c'est pas Danny Ainge non plus. Et puis, maintenant, là, on va pas s'étaler jamais là-dessus, mais la marge de manœuvre pour la suite, maintenant, en plus que les Clippers, ça peut s'effondrer, la marge de manœuvre pour la suite, elle est exceptionnelle. Les bons kicks. Elle est exceptionnelle. On va surveiller le play-in des Clippers l'an prochain. On va pas parler déjà de tout ça, mais ouais, les autres équipes n'ont pas eu les renforts d'OKC, on verra sur la suite de la saison, on sait jamais, mais voilà. Bon, messieurs, on a été assez long sur tous ces mouvements, on sait que ça va intéresser beaucoup. Donc merci à tous les deux. N'hésitez pas, comme je l'ai dit plusieurs fois, à réagir vous aussi, à donner vos avis, à vos idées, peut-être pour finir de compléter l'effectif, à ce que vous en attendez, etc. Si vous êtes fan ou pas, en commentaire, à nous faire vos retours partout, toutes les plateformes d'écoute, à nous suivre aussi, Twitter, Instagram, Twitch, voilà, encore une fois, toutes les plateformes. Et puis, du coup, on se retrouve très vite. Sûrement pour parler un peu de Summer League, c'est bientôt, je crois, si je me trompe pas. On verra ce qu'il y a d'ici là, ou si ça bouge ou pas. Il y aura aussi de la FIBA à regarder, parce que j'allais dire, il y a plusieurs joueurs, mais en fait, on a presque le Canada maintenant. Regardez, on n'a plus l'Australie. Le Canada-Australie a perdu un peu de saveur au premier sur les JO, mais bon, ça peut être intéressant à voir. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite. Salut. Salut.